enregistrer de manière à garder une trace, évidemment. Sans doute que ça sera un peu diffusé brut de décoffrage vu le nombre d'heures qui vont être enregistrées et le travail que ça devrait demander de couper et monter. Je pense que ce sera plutôt comme une trace, à vous de voir si, quels usages vous en faites de ces ateliers qui sont filmés. Voilà. Germain, je te laisse la parole. Je vais couper mon micro et ma vidéo, mais je suis juste là, prête à réagir si besoin. Ok, super, bah merci. Merci Alice. Alors, du coup, j'espère que vous m'entendez tous. Aujourd'hui, on va parler de Vitam pour les développeurs. Donc, ce sera une présentation fonctionnelle et technique. J'essaierai d'être le plus précis possible sans le être trop, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Si vraiment vous avez des questions existentielles à un moment donné dans la présentation, il n'y a aucun souci. Du coup, on pourra faire en sorte je pourrais m'arrêter pour y répondre. Après, si vous avez des questions un petit peu d'ordre plus général qui peuvent attendre un petit peu, on pourra prendre un petit peu de temps sur la demi-heure de fin qui est prévue pour justement faire le tour un petit peu de tout ça. Donc voilà. Je vous partage donc les slides, j'espère donc que vous les voyez bien. Je vais commencer juste par me présenter très rapidement, puisque c'est vrai qu'Alice a présenté un petit peu le pourquoi je suis ici aujourd'hui, mais je vais quand même en rajouter un petit peu pour que vous ayez un petit peu de notion de pourquoi, plus précisément. Donc moi, je m'appelle Germain Ledroit, je suis tech manager au sein de la société Smile. Donc je travaillais avant à l'agence de Paris et je suis maintenant sur l'agence de Nantes. Donc j'ai déménagé là pendant le confinement. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que au début du projet Vitam, au début des développements, donc vraiment au tout début, je suis intervenu dans une des équipes de développement en tant que tech lead. Je suis resté travailler sur le projet pendant plus de 2 ans, mais malgré tout, je suis toujours resté autour un petit peu de cette solution-là, pardon, puisque c'est vrai que chez Smile, en fait, on travaillait à la fois sur le programme Vitam en tant que tel, donc le développement de la solution, et on avait aussi des offres de certains clients qui avaient des besoins d'accompagnement ou d'autres activités, et de présentation aussi. Et donc du coup, en fait, je suis toujours resté très proche de la solution, et je continue en fait à intervenir de temps à autre, jusqu'à maintenant, pour faire des formations, des présentations notamment de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivées, et aussi pour accompagner un petit peu les nouvelles personnes, les développeurs notamment, pour les accompagner un petit peu, puisque c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est un petit peu compliqué d'arriver sur ce type de projet, puisque un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est tout en ce qui me concerne. Donc j'espère que je serai clair. J'espère surtout que je ne vais pas perdre ma connexion. Donc si jamais vous ne m'entendez plus ou si jamais je me retrouve avec une voix de robot, vous me le dites tout de suite, j'essaierai de changer de localisation de PC. Ok, ce matin on a coupé avec Thierry et on a réussi à finir, donc t'inquiète pas, ça arrive. Ok, super. Mais en tout cas, dites-le moi si jamais vous m'entendez plus, vous avez plus le son, plus la lumière, j'essaierai de m'adapter, de changer d'endroit. Mais normalement, je suis sur ma 4G, ça devrait le faire. Donc ça, c'est le sommaire, c'est assez basique, hein. On va faire une petite présentation fonctionnelle, enfin je vais vous faire une petite présentation fonctionnelle. Ensuite, une petite présentation technique aussi, sans rentrer trop dans les détails. Et le dernier point, c'est la présentation, utilisation des API et interfaçage avec justement le SI. Voilà pour le sommaire. Donc on va tout de suite démarrer, tambour battant dans la présentation fonctionnelle. Je vais être assez global, hein. Je ne vais pas vous présenter le pourquoi de la solution, etc., la genèse du projet. Ça, je pense que vous avez tous un degré d'information nécessaire et suffisant. Juste, je vais rappeler quelque chose, c'était les 3 objectifs de Vitam, c'est quelque chose qui est assez impactant pour le pourquoi de cette solution, le pourquoi de ce développement. Les 3 objectifs de Vitam, le premier, c'est de proposer une solution d'archivage libre qui est capable de gérer, de préserver et de donner accès à un long terme des archives numériques qui sont versées, justement. Donc là, on parle bien de long terme et c'est très important puisqu'il va falloir garder ça en mémoire tout du long. Le deuxième objectif, c'est d'assurer l'implémentation de cette solution dans les ministères porteurs, donc ils sont au nombre de 3, donc le ministère de la Défense, les Affaires étrangères et la Culture.
Donc c'est de les accompagner justement à l'installation de leur solution. Donc on en est encore là justement dans le cadre de la maintenance applicative et amélioration continue, donc la MAC Vitam. Donc on accompagne toujours notamment la culture pour intégrer et implémenter la solution. Et le troisième objectif, c'est de permettre la réutilisation par le plus grand nombre d'utilisateurs et d'utilisateurs en fait. Donc en gros, c'est d'essayer d'avoir un espèce d'espace communautaire de discussion et d'entraide pour que les gens puissent utiliser la solution et puissent proposer aussi des évolutions s'ils ont envie. Et puis demander de l'aide si besoin est. Voilà, donc ça, c'était vraiment les trois objectifs qu'il faut toujours garder en tête, puisque ça explique un petit peu le fonctionnement actuel de Vitam. Alors, en ce qui concerne le logiciel Vitam, donc là, on va parler d'un back-office d'archivage numérique. Donc c'est un back-office, normalement, je ne vous présenterai pas d'IHM, par exemple, donc c'est vraiment un back-office. Il est utilisé pour trois types d'archivage, donc les archivages courants, intermédiaires et même définitifs. On peut faire les trois avec. Donc il n'y a pas de question à se poser, on peut faire les trois. On peut l'utiliser dans un contexte mutualisé, donc on parle de multi-tenants, donc on aura un certain cloisonnement, ce qui permettra de pouvoir proposer l'installation de la solution pour plusieurs entités utilisatrices, ce qui fait que plusieurs, je sais pas moi, les RH, le service informatique pourra utiliser la même solution tout en ayant le cloisonnement qui permettra de ne pas aller voir chez son voisin les documents qui vont être poussés dans l'archivage. Et surtout, Vitam, il va gérer tout type d'archives numériques. À partir du moment où on va respecter un standard qui est le CEDA 2.1, on va en parler un petit peu plus en détail après. Mais en tout cas, tout type d'archivage numérique, on parle de SIP, c'est ce qu'on va verser vers Vitam qui s'appelle Submission Information Package. À l'intérieur du SIP, on va pouvoir mettre toutes sortes de fichiers, donc toutes sortes de binaires. Donc on peut passer du TXT, de la vidéo, des plans, enfin, n'importe quoi. Tout sera possible de pousser dans Vitam. Donc comme je le disais, Vitam est libre et utilisable gratuitement. Donc il est sous licence CCIL V2.1, qui est une licence non pas que française, je crois, elle est aussi internationale. Mais du coup, vous pouvez avoir accès au code sans aucun problème en allant sur le GitHub du programme Vitam. Vous pouvez télécharger, installer, proposer des modifications si vous avez envie. En tout cas, voilà, c'est libre et utilisable gratuitement. Et par contre, il se positionne au cœur du système informatique pour permettre d'assurer les fonctions d'archivage. Donc là, comme je le disais tout à l'heure dans les objectifs, on va permettre d'assurer l'indexation, mais surtout la pérennisation. Un des buts de cette solution, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, un fichier que l'on va pousser dans la solution pourra toujours être lisible dans une dizaine d'années, par exemple. Ce qui fait que, donc si on avait fait ça il y a 10 ans, si on avait poussé un Word au format, je sais pas, 2010, allez, je dis des bêtises, et ben, il faut qu'on soit en capacité, aujourd'hui, en 2020, de toujours ouvrir le Word au format 2020 sans avoir à réinstaller le Word version 2010, par exemple. Donc du coup, il y a une certaine donnée importante ici, c'est cette pérennisation-là, préservation, de faire en sorte que les fichiers soient toujours lisibles, en fait. Donc ça, c'est très important. C'est une des grosses données importantes de cette solution. On va pouvoir aussi assurer la conservation de la valeur probante sur une très grosse volumétrie. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que on pourra accepter une très grosse volumétrie de données. Vitam est vraiment fait pour la grosse volumétrie. On va pouvoir assurer la conservation de la valeur probante, c'est-à-dire qu'on va être capable de dire que ce que l'on a reçu n'a jamais été corrompu par des êtres malveillants, n'a jamais été corrompu, et ce que l'on a reçu en entrée, eh bien ce qu'on ressortira 10 ans plus tard, on pourra assurer qu'il n'y a pas eu de modification effectuée, sauf opération volontaire. En tout cas, on pourra s'assurer qu'on pourra mettre le tampon disant c'est bien ce qui m'a été déposé il y a 10 ans. Alors pour en faire un SAE, c'est un système d'archivage électronique. Pour faire un SAE, Vitam ne se suffit pas en lui-même, il faut l'interfacer avec des applications métiers ou logiciels de services d'archives. Donc là, on verra un petit peu ce que l'on peut faire avec ça, comment on va pouvoir interfacer ce genre de choses. Et surtout, il faudra interfacer Vitam avec des infrastructures de stockage. Parce que le but, c'est quand même de sauvegarder des binaires. Donc forcément, il faut sauvegarder ça sur des offres de stockage, du file system, du S3, on verra ça un petit peu plus tard aussi. Mais il faut que Vitam puisse communiquer avec ces infrastructures de stockage. Donc voilà, pour qu'on puisse en faire un SAE, il faut tout ça.
Voilà, ça donne une petite idée de ce que l'on retrouve derrière le mot Vitam. Donc ne pas oublier, c'est un back-office, un back-end, donc du coup ça c'est très important parce que je pense que je le répéterai à de nombreuses reprises aujourd'hui. Une chose importante, c'est que comme c'est développé par l'administration française, il y a tout un tas de normes et de standards qui sont appliqués et que Vitam se doit de respecter, et surtout dans le cadre de l'archivage numérique. Donc je ne vais pas faire le détail de tout ce qui est présenté là sur l'écran. Juste vous parler de l'OAIS, donc l'Open Archival Information System, qui est juste un modèle conceptuel en fait. C'est ce sur quoi Vitam va se baser un petit peu pour organiser, de découper les fonctionnalités. On va en discuter un petit peu après. Ensuite, dans la partie jaune, on va reparler du CEDA, donc sur la droite là. Donc le CEDA, c'est ce qui va nous permettre de définir un petit peu les transactions et comment on va pouvoir discuter entre l'application qui va verser vers Vitam, et pareil de l'autre côté entre Vitam et donc le retour du coup vers l'application versante. Donc voilà, il y a toute une modalité d'échange qui a été mise en place via le CEDA et que Vitam respecte. Une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est celle du milieu là, elle n'est pas au milieu pour rien, c'est la NFZ 42013. Donc là, la NFZ 42013, c'est les mesures techniques et organisationnelles qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir assurer le versement, l'archivage, la consultation, l'élimination et la restitution des données numériques qu'on va pousser en fait dans le SAE. Donc ça, c'est la plus importante. Donc voilà, c'est une norme que respecte en tout cas la solution Vitam. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Vous voyez en rouge par exemple, comme Vitam va être utilisé par le ministère de la Défense, vous doutez bien qu'il y a des choses qui vont être respectées en ce qui concerne du classifié défense, des données sensibles. Donc du coup c'est pareil, il y a des normes standards qu'il faut respecter pour s'assurer que par exemple on ne va pas mettre à disposition de tout un chacun des plans d'une centrale nucléaire ou que sais-je. Voilà, donc il y a tout un panel de normes et de standards, donc ils sont audités, la solution Vitam est auditée régulièrement à toutes les releases, si je dis pas de bêtises, toutes les grandes versions en tout cas, pour s'assurer que tout est bien en ordre. Et puis si jamais il y a des choses qui sont pas ok, on fait les modifications qui sont nécessaires pour tout bien respecter. Voilà, ça c'était juste pour le petit contexte normatif de cette solution. Donc je parlais de CEDA, ça va être hyper important parce que encore une fois là j'insiste, on est sur une partie un peu plus développeur. Donc nous on va s'intéresser peut-être plus à cette partie justement qui va être nécessaire à comment on va pouvoir discuter avec la solution, avec avec Vitam, avec la solution Vitam. Et du coup on va devoir pour ça apprendre une nouvelle langue qui s'appelle le CEDA. Donc le CEDA ça veut dire standard d'échange de données pour l'archivage. Ça a été créé par les Archives de France et la Direction générale de, je ne sais plus ce que ça veut dire, la DGM, de la modernisation de l'État, j'ai retrouvé. Et du coup, c'est basé sur l'OAIS, encore une fois, et ça va modéliser en fait les transactions qui vont être effectuées au sein du système d'archivage électronique. Donc en gros, toutes les discussions qui vont se faire avec le SAE, on va se baser sur le langage CEDA. Ça va assurer également l'interopérabilité entre les applications métiers et le SAE. Donc, du coup, encore une fois, ça va permettre de discuter entre les différentes applications, entre la solution Vitam et les applications annexes qui vont faire appel à la solution. Et surtout, dedans, en fait, on va pouvoir définir plein de choses, et notamment des métadonnées descriptives. Globalement, d'une manière très générale et générique, on va parler d'une XSD. Donc en gros, le CEDA 2.1, c'est une XSD. Donc en gros, cette XSD, elle est extensible. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des métadonnées libres. Donc ce sera libre à chacun de rajouter les métadonnées qu'il aura envie d'ajouter sur des métadonnées descriptives, par exemple. Donc si je veux ajouter des métadonnées propres à Smile, parce que chez Smile, on utilise tel ou tel type de données, du coup, je vais pouvoir le faire. Le CEDA 2.1 l'autorise. En bas, là, vous avez un exemple, juste un petit aperçu de ce que peut donner la XSD. Bon, c'est juste un petit exemple comme ça pour donner un ordre d'idée.
mais c'est assez complexe puisque c'est vrai qu'il y a tout un tas de tags XML qu'il faut vérifier et puis s'assurer que tout est OK. Et du coup, pour générer ce genre de fichier XML là, que vous voyez sur le côté, et ben en fait, dedans, on va pouvoir indiquer tout un tas de choses. Et en fait, globalement, on va pouvoir indiquer deux grandes typologies de données. On va pouvoir indiquer ce qu'on appelle des archive units. Donc, j'expliquerai juste, ne vous inquiétez pas, on a une petite slide juste après qui explique ce qu'est une archive unit. Donc, dedans, on va pouvoir y indiquer, là, vous voyez, par exemple, il y a du content avec un title. Donc là, vous imaginez un petit peu, on va pouvoir jouer avec des métadonnées descriptives d'ordre du titre, de la description. Et encore une fois, là, c'est extensible, donc on pourra rajouter plein de choses. Mais il y a des données qui sont nécessaires. Par exemple, je vois le description level qui est obligatoire. Enfin, il y a des données qui sont obligatoires dans le sens de l'archivage numérique. Mais il y a d'autres données que l'on peut étendre. Donc du coup, on va pouvoir faire plein de choses. Et ça ne va pas être spécifique à un seul et même utilisateur. Ce sera vraiment extensible selon la volonté de l'utilisation qu'on a envie d'en faire. Et avec les archive units, on pourra déclarer aussi ce qu'on appelle là ici dans du XML le binary data object. Donc c'est toutes les métadonnées qui vont avoir attrait à des binaires, des fichiers. Donc on va avoir les données classiques, le type du fichier, le format du fichier, le nom du fichier, la date à laquelle il a été modifié, etc., etc. Mais on pourra en ajouter d'autres, telles que l'empreinte, etc., etc. Donc voilà. Le CEDA, ce n'est ni plus ni moins qu'une XSD. Donc quand on veut faire du CEDA, on est obligé d'écrire du XML qui doit valider une XSD. C'est assez simple dit comme ça, mais comme ça doit traduire le langage archivistique, ça reste quand même assez compliqué et assez barbu. Quand on va regarder un petit peu les XSD qui sont déclarés ici, là en bas par exemple sur le petit schéma, sur la petite capture d'écran, pardon, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, des typologies, de l'ontologie, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, assez complexe. Un SIP maintenant. Donc en gros, lorsque l'on va vouloir effectuer des versements vers Vitam, on va devoir manipuler des SIP. Donc SIP, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire Submission Information Package. Donc un SIP, ce n'est ni plus ni moins qu'un fichier zip, ou un tar d'ailleurs. Donc on a le format zip qui est accepté par Vitam. Vitam autorise aussi le tar GZ, le tar BZ2 et tar GZ2. Donc voilà, ce n'est qu'un zip. Donc c'est assez facile à voir un petit peu de quoi il est composé. Là, je vous ai mis un petit exemple en bas à gauche de SIP de test justement que l'on utilise quotidiennement dans les environnements Vitam. Donc du coup, dans le SIP, ce qu'on va retrouver, c'est le manifeste.xml. Donc c'est le fichier XML en particulier qui va respecter le standard CEDA 2.1. Donc dans ce bordereau, on va indiquer des métadonnées qui vont représenter à la fois les binaires et les unités archivistiques. Donc je vais vous expliquer la petite distinction entre les deux tout à l'heure. Vous verrez, c'est assez simple. Et du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose que l'on voyait comme tout à l'heure là ici sur la petite copie à droite, avec justement on a des binary data objects et des archives uniques. Donc on va pouvoir décrire un petit peu de manière assez précise les métadonnées qu'on va vouloir intégrer dans notre versement. Dans le SIP, ce qu'on aura aussi dans le fichier zip, c'est un répertoire content, alors avec un C majuscule à content, bien évidemment, comme vous pouvez le constater ici. Et dedans, en fait, c'est là où on aura les binaires, donc c'est vraiment les fichiers que l'on veut sauvegarder, qu'on aura sauvegardés, une fois que le versement sera effectué, sur les offres de stockage. Donc c'est ces données-là qu'on va enregistrer sur les offres de stockage, et associé à ça, on va avoir un petit peu l'arborescence qu'on va vouloir mettre en place, et les métadonnées descriptives qui seront précisées dans le fichier XML. Donc avec tout ça, en fait, on permet de faire quelque chose d'assez intéressant, préciser tout ce qui est métadonnées dans le manifeste XML, avec métadonnées pour décrire un petit peu ce que l'on va mettre dans les dossiers, etc., etc. Et associé à ça, on a les binaires à proprement parler qui seront placés dans le répertoire content. Donc il n'y a pas de limitation en termes de taille. Je sais qu'on a fait des tests jusqu'à plusieurs téraoctets et que Vitam est largement capable d'ingérer ce genre de choses. De toute façon, ce qui est prévu, c'est que en avançant vers le temps, Vitam sera capable d'absorber de plus grand nombre en termes de taille de SIP. Il n'y a pas de limitation non plus en termes de nombre de binaires dans un SIP. Normalement, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là.
Il y a des tests qui ont été effectués qui permettent aussi de vérifier que tout est OK et qui continuent d'être effectués d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de limitation à ce niveau-là. Pour créer un zip, vous me direz, voilà, c'est du XML, c'est un zip, on peut le faire à la main. Donc oui, ça on peut le faire à la main, il n'y a aucun problème. Si on est à l'aise avec du XML et puis avec le dictionnaire entre guillemets archivistique, c'est assez facile. Ça, je ne vous le cache pas. Le truc, c'est que on se perd vite dans les tags, dans les balises XML, et puis il y a une organisation qui est à respecter, qui n'est pas toute simple. Donc du coup, manuellement, si on maîtrise un petit peu, ça va, ça se fait pour faire des petits fixes. Mais globalement, pour créer un SIP de zéro, c'est impossible de le faire à la main, enfin, quasiment impossible de le faire à la main. Donc pour ça, donc il y a des personnes au sein du projet Vitam qui ont décidé de créer une librairie qui s'appelle CEDA-Tools, qui permet en fait de manipuler en fait du CEDA, des manifestes et des SIP. Ça permet de manipuler un petit peu tout ce genre de choses. Donc c'est une librairie qui est écrite en Java, qui est disponible sur le GitHub du programme Vitam. Donc on peut l'appeler, on peut l'utiliser si l'on a envie. Et du coup, ça permet de jouer un petit peu avec ça et de générer des SIP, de générer des manifestes, de faire plein de choses autour du CEDA. Et il y a autre chose qui a été développé en surcouche de cette librairie CEDA Tools, qui s'appelle Recip. Donc Recip, je vous ai mis un petit screenshot là en bas à droite. Donc c'est une petite interface qui a été développée par un développeur chevronné. C'est l'ancien directeur de programme Vitam qui a développé cette interface et qui permet en fait de gérer en fait du manifeste, du SIP visuellement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du drag and drop et poser des dossiers, une arborescence de dossiers par exemple, avec des fichiers de temps en temps à certains dossiers. On peut positionner des métadonnées descriptives dans des JSON à certains endroits spécifiques, enfin, bien précis. Et dans ce cas-là, en fait, ça va nous pré-mâcher le travail, ça va nous mâcher le travail, puisque derrière, il va lire tout ce genre d'infos et il va pouvoir générer un manifeste, un SIP comme on a envie, et du coup, ça va nous faire le boulot à notre place. Donc, c'est-à-dire que avec cette interface, on va pouvoir générer des SIP. C'est plutôt pratique, c'est plutôt intéressant. Donc ça va pas c'est assez poussé si on maîtrise bien l'outil. Ça peut nous faire générer des SIP assez complexes avec des métadonnées vraiment précises, puisqu'on peut même déterminer un petit peu les métadonnées qui sont nécessaires dans la création d'un manifeste .xml. Donc du coup, c'est vraiment intéressant et ça permet d'avoir une première approche sur de la génération de SIP. Alors, il va y avoir des outils aussi, si je dis pas de bêtises, qui vont être développés à l'avenir, qui vont permettre également, de la même manière, de manipuler un petit peu tout ce genre d'outils, donc que ce soit des SIP ou des manifestes. En tout cas, il y a des outils qui vont être développés dans le cadre de la maintenance et amélioration continue ou autres, qui vont, je crois qu'il y a un petit projet qui a été lancé récemment, qui va permettre de pousser un petit peu la réflexion et les développements qui sont effectués autour de la création de fichiers SIP. Puisque c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a pas de standard, il n'y a pas d'outil autre que celui que je vous présente à l'heure actuelle pour générer ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui existe et qui est utilisable et qui est utilisé puisque dans le cadre de nos développements, on a déjà eu à faire des petits correctifs de bugs sur cet outil. En tout cas, vous pouvez foncer dessus, il marche bien, il est plutôt utile, et c'est plutôt intéressant aussi d'avoir des retours si jamais vous avez des besoins sur ce genre de choses. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Donc voilà, maintenant on sait ce qu'est un SIP, on va pouvoir faire justement ce genre de versement dans l'application Vitam, mais je vais quand même faire un petit focus sur une notion, enfin deux notions dont je vous ai parlé là dans le cadre de la présentation là sur le manifeste, à savoir donc les unités archivistiques, ou archive unit en anglais, c'est vrai que parfois je dis les deux, donc c'est UA ou AU, si on parle en anglais ou en français. J'ai tendance à dire l'anglais puisque c'est celui que l'on utilise dans le manifeste XML. Je vais essayer de m'y tenir à la langue française aujourd'hui. Donc à parler d'unité archivistique. Donc une unité archivistique, je vais vous la faire assez simple. On va parler d'un dossier en mode Windows, donc dossier sous dossier. Là, on va parler d'un dossier auquel on va appliquer certaines métadonnées. Donc à ce dossier-là, on va lui appliquer certaines métadonnées.
Donc les métadonnées la plus simple, par exemple, c'est le titre du dossier, la description du dossier. Donc voilà, ça, ce sont des métadonnées qui sont basiques, simples, et qui sont, je crois, obligatoires dans Vitam. C'est qu'au moins pour une unité archivistique, il faut un titre, une description et le type de l'unité archivistique parmi un dossier, une pièce, enfin voilà, il y a plein de choses, ça c'est du domaine de l'archiviste, mais voilà, il y a des choses qui sont obligatoires de décrire dans des unités archivistiques. Donc là, on peut réfléchir en termes de dossier. Dossier Windows, donc on peut avoir une arborescence de plein de dossiers. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une arborescence de plein d'unités archivistiques. Donc là, vous voyez sur le schéma de gauche, ce sont des unités archivistiques. Donc on a des unités archivistiques racines et à chaque fois, on a des enfants. Donc la règle, elle est assez simple. On peut avoir un petit peu la hiérarchie qu'on veut, la représentation que l'on souhaite. Donc c'est-à-dire qu'on a un système d'UA, du UA enfant, du UA parent. Une UA parente peut avoir autant de UA enfants que souhaité, normalement. Je crois qu'il n'y a pas forcément de max, mais bon, il faut faire attention quand même malgré tout, mais il peut avoir autant d'UA enfants. Pareil, les UA enfants peuvent avoir tout un tas d'UA enfants également. Donc on peut avoir des sous-dossiers de sous-dossiers, etc., etc. La seule règle qui s'impose, c'est juste qu'on a, interdiction de générer des cycles. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous voyez l'item tout en bas du petit schéma de gauche là, lui, il n'a pas le droit de référencer de nouveau l'archive unit racine. On n'a pas le droit de faire de cycle. C'est une des seules règles qu'on a en termes de description des unités archivistiques. Voilà. Donc on a des métadonnées descriptives pour chaque unité archivistique. Et dans ces métadonnées descriptives, on va pouvoir ajouter des choses qui sont hyper impactantes et hyper intéressantes pour les archivistes. Ce sont les règles de gestion qui vont s'appliquer sur ces dossiers ou sous-dossiers. Donc, par règle de gestion, j'entends des règles de gestion qui vont préciser des choses qui vont avoir attrait au délai de communicabilité, aux durées d'utilité administrative, etc., etc. Donc c'est là que l'on va pouvoir vraiment jouer sur la communicabilité, par exemple. Est-ce que n'importe qui a le droit de voir ce sous-dossier, ou est-ce qu'il faut attendre, je ne sais pas, 50 ans après la date du versement de l'archive, par exemple. Voilà, donc c'est toutes ces règles de gestion qui sont propres. Alors là, on est vraiment dans le métier d'archiviste pur. Donc c'est au niveau de ces règles de gestion qu'on va pouvoir jouer avec ça. Donc c'est-à-dire que les règles de gestion, on va les positionner sur des unités archivistiques et par un subtil jeu comment on appelle ça, héritage, je cherchais le mot, désolé, un subtil jeu d'héritage, en fait, on va pouvoir faire hériter les règles de gestion sur les unités archivistiques enfants. C'est-à-dire que de manière très facile, on va pouvoir poser des règles de gestion sur les racines, et comme ça, tous les enfants hériteront de ces règles de gestion de manière assez basique. Mais après, il y aura aussi des jeux un petit peu plus complexes de casser un héritage pour que, à partir d'un sous-dossier, telle règle qui était héritée d'un parent ne sera pas héritée par la suite, etc., etc. Voilà, il y a moyen de jouer un petit peu avec ces règles de gestion. Alors je dis jouer, c'est pas un jeu, hein, mais en tout cas, on va pouvoir permettre d'offrir la possibilité de tout un panel justement de possibilités sur ces règles de gestion. On va vraiment pouvoir, de manière très précise, venir positionner des règles de gestion à des endroits très stratégiques. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les métadonnées descriptives. Ensuite, sur chaque unité archivistique, on va pouvoir positionner des métadonnées techniques qui seront posées par la solution Vitam. Donc là, ce sera juste des informations sur où sont stockées les informations en termes d'offres de stockage, ou les opérations qui ont été à l'origine de la modification de cette unité archivistique, etc., etc. Donc il y a des métadonnées techniques en plus des descriptifs qui vont être ajoutés là par le système. Donc c'est pour ça qu'on distingue un petit peu les métadonnées descriptives qui sont là, j'allais dire configurées par l'utilisateur, par l'entité utilisatrice, par l'archiviste. Et les métadonnées techniques, là, c'est plus Vitam qui va s'en occuper et qui va les mettre à jour un petit peu plus de son côté. Donc ça, c'est pour les UA. Donc les UA, ce sont des dossiers. À côté de ça, on va avoir des groupes d'objets techniques. Alors les groupes d'objets techniques, c'est un concept un petit peu plus complexe, mais ça ne l'est pas pour autant. Là, on va parler de groupes en fait de binaires. Donc je vais prendre un exemple très concret, comme ça, j'espère en tout cas que vous allez comprendre assez rapidement.
Je vais prendre l'exemple d'un groupe d'objets techniques, un groupe de binaires qui va porter sur un discours, le discours du président, ou le discours que tiens, je suis en train de vous faire actuellement. Et ben, du coup, on va avoir plusieurs usages de ce même binaire. C'est-à-dire que le premier usage, ça va être la version raw, la version d'origine. Donc c'est mon discours qui est enregistré au format MP3 par exemple. Donc ça c'est le discours de manière brute, ou si c'est une vidéo, ce sera un AVI par exemple. Bah, du coup, ce sera la vidéo au format brut. Donc ça c'est l'usage, ce qu'on appelle binary master en termes de CEDA. C'est l'usage d'origine. Ensuite, on va avoir d'autres usages qui pourront être, par exemple, la vignette. C'est-à-dire qu'associé à une vidéo, on a souvent une petite image qui va représenter un petit peu ce qui va être présent dans la vidéo. Donc, par exemple, pour la vidéo dont je vous parle, ça va être la photo de ma tête en train de parler, par exemple. Ensuite, on peut avoir d'autres choses, c'est-à-dire qu'on va avoir la même vidéo, mais en format SD, enfin small definition, en définition un petit peu plus restreinte. Comme ça, on va pouvoir faire un petit peu de streaming là-dessus. On va pouvoir proposer un format de vidéo un petit peu plus léger pour qu'il soit plus facilement lisible via le web, par exemple. Et puis, en dernier recours, on pourrait avoir la transcription textuelle de ce que je suis en train de vous dire. Donc, au kilomètre, on aura tout le texte qui serait retranscrit à l'écrit et qui serait positionné dans un fichier TXT, par exemple. Et bien, tout ça, ça va représenter un groupe d'objets techniques. Donc, ça va parler du même type de binaire, mais ça va être 4 fichiers bien distincts. Donc on aura vraiment 4 usages différents. Okay, et comme on va parler de la préservation dans Vitam, pour tous ces usages, donc quand je parle de préservation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que demain le format AVI soit toujours lisible, et ben du coup Vitam prévoit que éventuellement on va pouvoir faire des conversions de format de fichier. Donc c'est-à-dire que le format AVI, si dans 5 ans on n'est plus capable de le lire, et ben à un moment donné, il faudra qu'il y ait un process qui vienne prendre le format AVI, qui le transforme en format, allez, je dis MP4, je dis une bêtise, on met au format MP4, qui va enregistrer une nouvelle version tout en gardant l'ancienne version. Donc c'est-à-dire que pour l'usage RAW, donc la vidéo d'origine, on aura toujours la première version qui sera la version d'origine que l'on est obligé de garder, qui sera la version 1, donc qui sera la version au format AVI, et la version 2, ce sera le fichier au format MP4, qui sera juste la conversion de ce fichier qui était à l'origine en AVI en MP4. Donc du coup, pour l'usage RAW, on aura toujours, enfin là, on aura dans ce cas-là 2 versions. Et il en va de même effectivement pour les vignettes. Parce que si la vignette c'était du PNG et que dans 5 ans le PNG on peut plus le lire et que finalement c'est du JPEG qu'il faut, et ben pareil, il faudra que Vitam fasse la préservation, la conversion du fichier au format JPEG. Donc, du coup, il y aura des mécanismes qui seront mis en place. Enfin, bon, ça, après, je vous passe ce petit détail-là. Mais toujours est-il que dans le groupe d'objets techniques, on a des usages et pour chaque usage, on aura des versions. Donc, on peut avoir un seul usage, une seule version. Hein, ça, c'est possible. Hein, si on balance juste une vidéo, mais qu'on veut ni vignette, ni version petite définition, tout ça, on peut avoir qu'un seul usage et qu'une seule version. Mais il faut juste savoir que dans un groupe d'objets techniques, on pourra avoir plusieurs usages et plusieurs versions. Ce qui fait que ça fait une multiplicité des objets numériques qu'on aura à copier au final sur les offres de stockage. Donc là, je vous prépare un peu pour la suite. Ça veut dire que derrière, dans la tête, il faut s'imaginer que en termes d'espace disque, il faudra peut-être prévoir pas mal de choses, quoi, pas mal d'espace disque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'étais clair sur les unités archivistiques et les groupes d'objets techniques. Le truc maintenant, c'est comment lier les deux. Et ben en fait, je vous disais, une unité archivistique peut avoir un ou plusieurs enfants, ou même 0 enfants d'ailleurs, mais il peut avoir 0, 1 ou 10 000 enfants en termes d'unité archivistique. Ça, c'est la règle. Par contre, une unité archivistique peut avoir aussi, pour enfants, ou peut être liée à un groupe d'objets techniques. Okay, et dans ce cas-là, il ne sera lié que à ce groupe d'objets techniques. C'est-à-dire qu'une unité archivistique, si elle est liée à un groupe d'objets techniques, elle ne pourra pas avoir d'autres enfants unités archivistiques. Okay, donc ça veut dire qu'une unité archivistique, c'est la règle finale du truc en fait. Une unité archivistique peut avoir un ou plusieurs enfants. Si c'est une unité archivistique, ok, pas de souci. Par contre, si c'est un groupe d'objets techniques, et ben du coup, ça sera la finalité. On pourra pas descendre plus bas dans l'arborescence. On s'arrêtera là. Donc du coup, un groupe d'objets techniques est toujours lié à un et un seul
une seule unité archivistique. C'est la règle globale du truc. Donc là, vous imaginez un petit peu ce qu'on est capable de faire. Donc on est capable d'avoir en gros une arborescence de dossiers avec des métadonnées et associé à un dossier en particulier, et ben du coup on aura un groupe d'objets techniques qui contiendra de la même manière des métadonnées descriptives et aussi des métadonnées techniques. Donc, des métadonnées descriptives, on parlera plus de métadonnées techniques là d'ailleurs, mais on aura des informations sur le format du fichier, etc., pour pouvoir faire par la suite les conversions de format en format. Voilà. Donc ça c'est la règle. Unité archivistique GOT, donc lien unique 1 à 1. Et sinon après on peut avoir une arborescence assez complexe d'unités archivistiques. Donc voyez bien, imaginez bien dans vos têtes les dossiers qu'on peut avoir sur son ordinateur. Ça représente un petit peu ce qui a été représenté en termes de modélisation de données dans la solution Vitam. Voilà. Donc j'ai fait le tour sur tout ce qui tourne autour du CEDA. Maintenant, on va parler des fonctionnalités de Vitam, du back-end de la solution. Donc, comme je vous disais, là, on va se baser sur l'OAIS, donc qui est juste là pour découper un peu les fonctionnalités. Donc, Open Archival Information System, si vous voulez regarder un petit peu de quoi il retourne. Donc, il y a 6 grands domaines fonctionnels qui ont été déterminés ici. Le premier, c'est l'ingest, qui va traiter justement de la réception et du traitement des entrées qui sont préparées par les applications métiers ou les applications de préparation d'entrée manuelle. Donc tout ce qui va discuter avec Vitam. Et ben, du coup, tout ce qui a été préparé, ben, du coup, là, on va gérer la réception et le traitement de ces SIP, donc de ces fichiers zip avec le manifeste, avec les contents, dans le content, les binaires qui vont bien. Donc il va y avoir plein de contrôles qui vont être effectués. Hein. C'est pas juste je valide la XSD, c'est bon, j'ai des binaires, et ben pof, c'est bon, j'accepte et je vais copier ça sur les offres de stockage. Il y a plein de contrôles qui vont être effectués, bien évidemment, vous vous doutez bien. La partie, le grand domaine stockage, lui, bah, comme son nom l'indique, il va stocker et conserver les archives, mais pas que. C'est-à-dire que là, on va enregistrer tout ce qui est binaire, donc les différents usages et les différentes versions des usages, mais aussi on va enregistrer sur les offres de stockage un extract, on va dire, des métadonnées qui sont enregistrées en base de données. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va pouvoir stocker tout ça, toutes ces infos-là, dans les offres de stockage. Ensuite, on va avoir le domaine gestion de données, qui là, en fait, va avoir attrait aux métadonnées descriptives et techniques, et puis archivistiques aussi. Donc c'est là que l'archiviste va pouvoir refaire ses classements, modifier des métadonnées, modifier les titres, corriger des descriptions, etc., ajouter des descriptions. Enfin, il pourra vraiment faire son job d'archiviste. Ensuite, on a le pan administration. Là, c'est de la supervision tant technique que fonctionnelle du système, donc des journaux, des stats, du contrôle de la surveillance, des gestions de référentiels aussi, ça c'est important. Dans Vitam, on va avoir des référentiels, notamment, par exemple, je vais vous parler de ce référentiel en particulier parce qu'il est important. On a un référentiel des formats. Ce référentiel de format, en fait, il va lister tous les formats qui peuvent exister, tous les formats de fichiers qui peuvent exister dans le monde. Enfin, il va essayer de lister en tout cas. Donc le PDF, il y en a une quinzaine de versions, les PNG, les JPEG, les fichiers AVI, enfin voilà, il va essayer de lister tous les formats de binaire. Et bah du coup, ce référentiel, donc dans Vitam, c'est le référentiel pronom, si ça vous intéresse, c'est les archives du Royaume-Uni, je crois, qui ont créé ce référentiel-là. Et bah du coup, ce référentiel-là, il est intégré dans Vitam pour que derrière, on puisse déterminer un petit peu, faire de l'identification de formats, et puis contrôler un petit peu les différents formats qui vont être poussés dans la solution, et surtout, identifier les formats sur lesquels il faut faire une conversion. Si par exemple demain on se dit ah, alors attends, j'ai vu que le PNG là, en fait il faut le transformer en JPEG parce que sinon ça a pu être lisible, et bah du coup on va pouvoir analyser et surtout identifier les binaires qu'il faut transformer. Voilà, donc du coup ce référentiel là, il est intégré dans Vitam, dans la solution, et ben à un moment donné il faut bien l'administrer. Si demain il y a un nouveau référentiel, une nouvelle version qui est sortie parce que le PDF version 67 il est sorti et qu'il n'est pas pris en charge dans la version d'avant, mais qu'il est dans la nouvelle version, et bien dans ce cas-là, il y aura une opération d'administration. Donc là, on est sur du technico-fonctionnel qui va permettre de mettre à jour ce référentiel-là pour qu'il soit pris en considération dans la solution Vitam. Voilà. Donc il y a tout un tas d'autres référentiels, mais en tout cas, voilà, il y a des fonctionnalités qui permettent de
faire de la mise à jour de toutes ces informations référentielles-là. Donc, de la mise à jour de l'update, de la vérification, de la mise à jour unitaire ou globale ou des exports de référentiels. Et puis aussi, en termes d'administration, on va pouvoir jouer un petit peu sur la manière dont on voudra stocker les informations sur les offres de stockage. Ça, c'est nouveau, je crois que ça vient avec la version 3. On pourra déterminer un petit peu, en fonction de la typologie des objets qu'on va vouloir pousser, des archives qu'on va recevoir dans Vitam, on pourra décider si on les enregistre sur 3, 4 offres de stockage, ou sur une seule, ou sur deux, etc., etc. De manière plus fine que ça n'était fait avant. En termes de préservation, dans le 5e domaine, donc là, c'est pour moi, à mon sens, le plus important, puisque c'est là que la pérennisation de la solution a tout son sens, prend tout son sens. Donc, on va pouvoir gérer les formats. Donc, on va faire de la gestion de format, de la gestion de la pérennisation et de la conversion. Donc, c'est là qu'on va pouvoir faire des actions qui vont avoir attrait à tout ce qui est le format du fichier. Donc, on a un fichier qui est au format PNG, du coup, on va pouvoir préparer sa pérennisation, sa conversion pour un format qui sera plus lisible dans le temps. Donc, au fur et à mesure, comme ça, si on revient dans l'idée de tout à l'heure avec les usages et les versions, et au fur et à mesure du temps, de l'utilisation de la solution, donc 10, 15, 20 ans, 30 ans, on aura peut-être une dizaine de versions pour un usage donné. Voilà, donc ça c'était un des grands pans aussi qui a été développé assez tard, enfin pour la V2 ou la V3, je me souviens plus, mais c'est venu un peu plus tard dans la solution, et on verra autour de quelle techno ça s'organise. Je vous parlerai de Griffon tout à l'heure. Et le dernier, un des plus importants pour les archivistes, c'est les accès. Là, c'est la recherche et la consultation des données archivées. Donc c'est tout bête, hein, mais à un moment donné, on va pousser les infos dans la solution, on va les indexer, on va les sauvegarder en base de données, on va sauvegarder les binaires dans les offres de stockage. Derrière, si je peux pas les rechercher et puis les télécharger ou les consulter, ça sert un peu à rien. Donc du coup, il y a eu tout un tas de fonctionnalités qui ont attrait à ça. Voilà, ça c'est pour les fonctionnalités dans leur globalité, je ne rentrerai pas dans le détail sur cette partie-là. Juste un grand point sur la partie journalisation et traçabilité. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, comme Vitam, c'est pas un SAE au sens SAE, mais il va être intégré et va faire un SAE avec l'interfaçage avec les applications métiers et les infrastructures de stockage. Du coup, on obtiendra un SAE. Et du coup, Vitam, il est obligé de répondre à certaines normes, dont la fameuse NFZ 42013 dont vous entendrez parler à maintes reprises. Et du coup, pour faire ça, on est obligé de faire en sorte que toutes les opérations qui sont réalisées dans Vitam, donc que Vitam reçoit, on est obligé de les tracer dans un journal des opérations. Donc que ce soit des opérations de support, donc là il y a des exemples, gestion d'habilitation, de référentiel, des audits, il y a vraiment plein d'opérations qui peuvent être effectuées, aussi bien donc ces opérations de support que les opérations métiers, donc les versements, les mises à jour d'archives, les audits au niveau archives, les préservations, les éliminations, etc., etc. Donc les opérations de support comme les opérations métiers, tout doit être tracé dans le journal des opérations. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une opération va être lancée, donc un workflow, un process va être lancé dans Vitam, il devra être tracé dans le journal des opérations. Donc, ce qui fait qu'on aura une entrée à chaque nouvelle opération qui dira « Ok, j'ai débuté mon opération » et à chaque étape de l'opération, puisque du coup, tous les process ou tous les workflows qui sont lancés dans Vitam sont organisés de la même manière. Donc, c'est un workflow qui détermine une liste d'étapes et dans chaque étape, on peut avoir des actions. Et ça veut dire que dans le journal des opérations, on va créer un journal des opérations quand on va lancer, quand on va recevoir l'ordre du workflow de l'opération à exécuter. On va créer une entrée dans le journal des opérations, donc dans la collection MongoDB Logbook Opération. On va créer une entrée et à chaque finalisation de l'étape, on va venir mettre à jour les événements de l'opération, ce qui fait qu'on va avoir une liste d'événements qui va grossir au fur et à mesure de l'opération. Et du coup, à la dernière étape, quand on aura vraiment finalisé l'opération, qu'elle soit en statut « Ok, j'ai fini, c'est cool », en warning « J'ai fini, mais il y a des petits trucs que tu devrais regarder » ou en KO « J'ai fini,
mais c'était pas bon ce que tu m'as fait faire, et ben du coup, l'opération se terminera. Donc ça veut dire que, en gros, hein, je vous le fais avec des mots techniques, mais on va faire du append dans la base MongoDB, enfin dans la collection qui va bien, et à la fin, on va clôturer l'enregistrement, ce qui fait qu'on aura la liste d'événements qui ne bougera plus et qui sera finalisée. Voilà, donc à chaque fois qu'on fait une opération, on aura ce genre de process qui sera réalisé en base de données, donc dans le journal des opérations, ce qu'on appelle le journal des opérations. On va avoir la même chose, mais un petit peu différent, dans ce qu'on appelle les cycles de vie des unités archivistiques, j'ai inversé là, j'ai mis AU, et des groupes d'objets techniques. Donc je vais m'expliquer. On va enregistrer ça dans un journal des cycles de vie. Donc on aura un journal des cycles de vie des archive units et un journal des cycles de vie des groupes d'objets techniques. Ils seront deux distincts. Dans ce journal, on doit avoir une entrée pour chaque opération qui amènera la création, la modification ou la conversion d'une archive unit, d'un GOT ou ce que l'on veut. Donc je vais m'expliquer. Puisque le point d'après dit que la journalisation du cycle elle commence au versement initial de l'archive vers le SAE. C'est-à-dire que quand je vais faire une opération de versement d'un SIP, dans mon SIP, je vais déclarer des unités archivistiques et des groupes d'objets techniques. Et bien, quand je vais en arriver à contrôler ces créations-là, et que je vais vraiment les créer dans la base de données, dans une collection archive unit et GOT, et bien du coup, associé à ça, je vais créer à chaque fois un journal de cycle de vie, donc un life cycle en anglais. Je vais créer un life cycle associé à chaque AU ou UA et à chaque groupe d'objets techniques. Donc je vais le créer à chaque fois, enfin, quand je vais avoir le versement initial d'une unité archivistique. Donc si j'ai 20 unités archivistiques, donc 20 dossiers, sous-dossiers dans mon manifeste, je vais avoir 20 cycles de vie qui vont être créés. Pareil pour les GOT, si j'ai 20, on va dire les 5 GOT qui sont créés dans le manifeste, qui sont décrits dans le manifeste avec des binaires associés, je vais avoir 5 cycles de vie qui vont être créés dans la collection GOT Lifecycle. Et bien du coup, ça, une fois qu'ils seront créés, à chaque fois que je vais faire une opération de modification, donc une fois que le versement a été finalisé, que tout est OK, du coup, le cycle de vie, il restera tel quel. Et quand je vais vouloir faire une modification, par exemple, je me rends compte que le dossier Tata, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai écrit Tata, T-A-T-H-A. J'ai écrit un H en trop. Et bah du coup, plus tard, quand j'ai vu ça, quand je vais regarder un petit peu mes archives que j'ai dans mon instance, je vais vouloir corriger le titre. Donc je vais changer, je vais écrire T-A-T-A au lieu de T-A-T-H-A. Et bah du coup, on va ajouter une ligne dans le cycle de vie de l'archive unit en disant, alors j'ai eu une opération de modification des métadonnées descriptives aujourd'hui. J'ai changé, enfin quelqu'un a changé TATHA en TATA au niveau du titre. Voilà, donc à chaque fois qu'il y aura une opération, on va venir incrémenter en fait les événements du cycle de vie. Donc, ce qui veut dire qu'on va ajouter un nouvel événement. Donc ce qui fait que le cycle de vie de l'archive unit et du GOT, du coup, elle va continuer sur le temps. Alors que le journal des opérations, quand on va enregistrer une opération, il va commencer quand on va démarrer le workflow, il va s'arrêter à la fin du workflow et il ne bougera plus jusqu'à la fin des temps. Alors que le cycle de vie, lui, il va, comme son nom l'indique, un cycle de vie, ça veut tout dire, il va évoluer au fur et à mesure de la vie de l'archive unit et du groupe d'objets techniques. Voilà. Donc ça, c'est deux typologies de journaux, mais c'est très important puisque ça va permettre d'assurer, de mettre un tampon pour dire, bon, en fait, voilà, moi j'ai reçu une demande de versement, j'ai fait telle ou telle opération, j'ai créé tel et tel journaux de cycle de vie, etc., etc. Et du coup, je vais pouvoir expliquer à quelqu'un qui me le demande, voilà, en fait, j'ai bien eu des modifications qui ont été effectuées sur ce groupe d'objets techniques, donc sur ce binaire, il y a une conversion qui a été effectuée ce jour-là. En fait, je vais pouvoir déplier et prouver ce qui a été effectué sur mon SAE. Donc grâce à ça, on va pouvoir, enfin, il n'y a pas que ça, mais notamment grâce à ça, on va pouvoir avoir le tampon justement de cette NFZ 42013. Pas que à ça, bien évidemment, il y a d'autres choses aussi. Une autre chose également associée à cette journalisation, c'est que tous les, donc c'est intervalle régulier, mais c'est au maximum, je crois, toutes les 24 heures, je crois qu'il faut que ce soit fait au moins une fois par jour. Vitam va générer un fichier de sécurisation, ce qu'on appelle la traçabilité, des différents journaux. Donc c'est-à-dire que ce fichier de sécurisation, il va être chaîné, c'est-à-dire qu'on va garder l'empreinte de la sécurisation qui a été faite précédemment, on va l'inclure dans la nouvelle qu'on est en train de réaliser, on va enregistrer les opérations qui ont été réalisées ou les cycles de vie qui ont été réalisés entre la dernière fois que j'ai fait ma sécurisation et
maintenant, là, tout de suite. Donc, du coup, je vais prendre cette liste-là, je vais la récupérer et je vais en faire des choses. Et surtout, on va y apporter un petit peu de sécurité cryptographique pour s'assurer que le truc, il sera pas corrompu, qu'il y aura personne qui pourra dire corrompre mon système, avec un arbre de Merkle. Ce qui fait que tout ça va générer un fichier de sécurisation et du coup, on va pouvoir assurer le fait que mon système, il est sécurisé, il n'a pas été corrompu. Voilà. Donc du coup, avec cette journalisation et cette traçabilité, on va pouvoir s'assurer et pouvoir prouver surtout un juge, par exemple, s'il nous demande que telle ou telle opération a bien été réalisée et surtout qu'il n'y a pas eu de tentative de corruption, ou surtout, on va pouvoir le voir s'il y a une tentative de corruption à un moment donné, on le verra tout de suite, justement, quand on fera la traçabilité sur les fichiers de sécurisation, on pourra faire des petits audits, justement, sur ce genre de choses. Voilà, donc du coup ça c'est important, juste qu'il faut retenir, c'est tout ce qui est réalisé dans Vitam est tracé, que ce soit à travers un journal des opérations ou des cycles de vie. Donc en gros tout est tracé à différentes granularités, on va dire. Voilà, ça c'était pour le parti fonctionnel, on va s'attaquer à la partie technique, qui va peut-être vous intéresser un petit peu plus, quoique. Donc je vais juste vous parler un petit peu vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot, le socle technique un petit peu de Vitam. Je vais d'abord commencer par ce qu'on appelle les COTS chez nous. Les COTS, c'est Commercial Off the Shelf. C'est juste les composants qui sont intégrés dans la solution Vitam et qui ne sont pas développés en fait par les équipes Vitam. Donc il y en a quelques-uns qui sont plutôt intéressants et pratiques. Je vais vous expliquer très sommairement ce à quoi ils font référence et ce pourquoi ils sont utilisés. Donc le premier que je vais vous indiquer, c'est ELK. Donc on a la stack ELK donc pour Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc Elasticsearch, il va avoir double emploi. Il va être utilisé à la fois pour justement avec la stack ELK pour les monitoring, le dashboard et tout ça. Donc ça c'est assez sympa, ça va nous faire des petits dashboards sympas sur la santé des VM, la santé des différents services, etc., etc. Avec le Logstash, du coup, on va pouvoir faire des recherches un petit peu intéressantes sur ce qui s'est passé dans les logs. Donc, en fonction de comment c'est tracé finement, on va pouvoir tracer, par exemple, une opération pour voir, par exemple, ce qui s'est passé et d'essayer de contrôler, de voir le genre de soucis qui auraient pu être rencontrés. Donc, ça, c'est plus pour de l'exploitation, mais c'est hyper intéressant et important. Et le Elasticsearch, il va être aussi utilisé comme moteur d'indexation dans la solution Vitam, ce qui fait que ça va nous permettre de faire de la recherche full text, de la recherche plutôt sympa, la Google-like. Donc dans ce cadre-là, Elasticsearch, donc double emploi. Donc ça c'est le premier des COTS. Ensuite, on va avoir Cerebro qui est associé à ELK, et surtout à Elastic, qui va permettre de gérer un petit peu les différents index et de gérer le cluster Elastic. On va avoir Consul. Donc lui, Consul, son rôle, c'est de jouer le rôle de l'annuaire de service. Donc on va en parler juste après, mais on est dans une architecture microservice, donc du coup c'est sympa d'avoir un petit annuaire pour que le service Toto puisse savoir comment parler au service Tata. Donc voilà, lui il est là pour ça. On va avoir MongoDB pour la partie base de données NoSQL, donc c'est là qu'on va enregistrer. Donc tout à l'heure je vous parlais de collection, mais c'est les tables. On va enregistrer les différentes tables contenant les différentes informations qu'on va vouloir sauvegarder. Donc les référentiels, les archive units, les groupes d'objets techniques, les logbooks, les journaux, les cycles de vie, etc., etc. Donc c'est dans cette collection-là qu'on va les enregistrer, donc dans MongoDB. Et le dernier petit point qui n'est pas présent sur le petit schéma, et c'est bien dommage, c'est Siegfried. Alors pourquoi je vous parle de Siegfried? C'est un petit outil qui permet de contrôler et de trouver, en fait, on va lui balancer en fait un fichier, un PDF par exemple, et Siegfried va nous retourner le format précisément du fichier tel que lui il l'a identifié. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser un référentiel des formats qui, comme par hasard, est le même référentiel des formats qu'on a décidé d'utiliser dans la solution Vitam. C'est par hasard, c'est fait exprès. Mais on va utiliser pronom. Donc Siegfried, on va lui envoyer un fichier et il va nous renvoyer le format ID, donc l'identifiant du format qu'il a identifié en termes d'identification pronom. Donc c'est-à-dire que je crois que ça commence par fmt / quelque chose /111 par exemple, ou xfmt /117 qui correspond à du PDF par exemple, PDF version 1.4.
Et ben, on va envoyer un format PDF à Siegfried. Siegfried va nous répondre, moi j'ai trouvé que c'était du XFMT-111. Et comme ça, nous, on va pouvoir par la suite utiliser ce même, on va pouvoir se baser sur ce référentiel pour contrôler un petit peu les formats. Voilà, donc ce petit outil qu'est Siegfried est plutôt intéressant puisque il va nous permettre de faire tout un tas d'opérations autour des binaires et surtout de leur format. Et le dernier qui est indiqué ici, il me semble, oui, c'est Clamave. Clamave, c'est juste un antivirus qui est positionné assez haut dans la chaîne, bien évidemment au niveau des services, qui va permettre de faire du contrôle antivirus sur ce qu'on va ce que Vitam va recevoir. Évidemment, comme ça, si jamais il y a un virus, on va pouvoir au moins isoler les fichiers. En termes d'organisation de développement, des équipes de développement actuellement sur la maintenance et amélioration continue et aussi développement avant la Mac, donc sur le projet Vitam en tant que tel. Donc il y a du Jenkins bien évidemment pour la partie CI/CD avec du Sonar, et puis je crois que c'est le seul outil non open source qui est utilisé derrière qui est Checkmarx pour contrôler un petit peu les failles de sécurité, le Sonar pour la qualité du code effectivement. On va avoir, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme information? On est sur de l'OpenJDK évidemment, on est full open source. C'est du Java 11 depuis quelques mois. On avait démarré en Java 8, on a fait la migration Java 11 il n'y a pas longtemps. Tout est REST, on en reparlera aussi plus tard. On est sur l'implémentation REST Easy. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Au niveau exploitation, on va avoir, donc c'est Ansible pour tous les scripts qui vont permettre de faire des opérations d'exploit, du déploiement, etc., etc. Donc c'est du Ansible, donc avec des fichiers YAML qui vont bien, etc., etc. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et chose intéressante sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est le Cucumber, qui est une techno, donc c'est du, je sais plus, je crois que c'est Gherkin, je crois, le langage derrière, qui est associé avec justement le code qui a été réalisé. C'est vraiment bien interfacé avec le code qui a été réalisé, qui permet en fait de faire des tests de non-régression, qui sont exécutés tous les matins, par exemple, pour vérifier que hier, la merge request qui a été validée n'a pas tout fait casser. Et du coup, les TNR, ils sont exécutés tous les matins via du Cucumber. Et ça, c'est super intéressant puisque ça nous a permis, nous, développeurs, de travailler de concert avec les archivistes. C'est-à-dire que on a pu créer ensemble, réfléchir ensemble à un dictionnaire, on va dire, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, Cucumber. On a un espèce de dictionnaire qui détermine les scénarios. Donc, quand je fais ci, alors je trouve que, voilà, etc., etc. On a déterminé notre syntaxe commune, et derrière, eux, les archivistes, ils ont déterminé les scénarios qu'ils voulaient voir, et nous, on a traduit ça en code Java. Et le Gherkin, du coup, le Cucumber permet de faire le passage entre les deux. Donc c'est vrai que c'était plutôt intéressant, et c'était plutôt une réussite, j'ai envie de le mettre en avant, puisque ça a permis de faire bosser ensemble les archivistes et les développeurs, ce qui, je dois l'avouer, au tout départ du développement Vitam n'était pas gagné d'avance. Voilà pour tout ça. Et oui, bien évidemment, du Maven, ça c'est du grand classique, mais en même temps, ne pourrait pas être autrement. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la partie stack technique, socle technique. Pour l'architecture technique, donc je vous parlais d'architecture microservices, voilà, c'est exactement ce que vous avez présenté ici. Donc là sont représentées les différentes zones. Donc il y a des zones qui ont été déterminées en termes de, là c'est pour ajouter de la sécurité aussi, mais c'est pour déterminer aussi comment fonctionnellement non, mais comment les services allaient discuter les uns avec les autres. Donc en vert tout là-haut, ce sont les applications métiers qui vont discuter avec Vitam. Et du coup, elles vont discuter, voilà, par exemple dans la zone accès, on va avoir un module externe, deux modules externes qui vont pouvoir discuter avec des modules internes qui sont dans une autre zone applicative, etc., etc. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un ordre d'idée du comment sont organisés un petit peu les modules. C'est organisé par zone, et du coup, ça permet de contrôler un petit peu qui a le droit de discuter avec qui. Voilà. En gros, si on fait un truc assez rapide, on va avoir un versement. Le versement, il va taper dans l'ingest external. L'ingest internal,
l'ingest external, pardon, va utiliser ce qu'il y a dans l'ingest internal au niveau des traitements des archives, qui va appeler la zone de stockage, et puis aussi qui va pouvoir appeler la zone des données, puisqu'il va falloir enregistrer des choses dans les collections Mongo, etc. etc. Et en transverse aussi sur la droite, c'est la zone exploitation et administration. Donc là, on aura tout ce qui est log technique, log métier, annuaire de service, etc., etc. Donc qui vont être utilisés au fur et à mesure en fonction des besoins par les différents modules. Voilà, donc ça c'était juste pour avoir un petit aperçu de l'architecture technique. En ce qui concerne les grands principes d'architecture, donc on est sur du microservice. Donc ça fait plus de 20 modules au total qui sont répartis en différentes zones, donc les zones que je vous montrais tout à l'heure. Tout ça, ça a été choisi pour avoir une modularité des composants, pour assurer la pérennité de la solution, là en termes de code, pour faciliter les migrations et le changement dans le temps. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de changer MongoDB et que je veux changer... alors attention, quand je dis changer, c'est bien Vitam choisit de changer MongoDB puisque ça ne répond plus aux normes ou je ne sais pas. Et ben du coup, ça sera un petit peu plus facile de changer pour Cassandra, disons, sans avoir tout à repenser et tout à redévelopper. Voilà, donc là, il y a vraiment une modularité des composants qui a été pensée en amont. On est sur des API REST, donc là, on parle encore une fois de back-end. Donc on communique via des API REST. Donc quand on veut appeler Vitam, on va utiliser des API REST, mais Vitam aussi à l'intérieur, quand les modules vont discuter entre eux, ils utilisent des API REST également. On va utiliser un DSL, donc pour Domain Specific Language, qui a été développé et mis en place par Vitam. C'est juste pour faire une espèce d'abstraction sur les requêtes qu'on va pouvoir effectuer au sein du système. On peut faire des requêtes sur des archives units, sur ce genre de choses. Tout a été pensé en termes de scalabilité et de résilience, donc on a duplication des modules qui est possible, on a une gestion fine des processus qui vont permettre de, par exemple, si une opération d'ingest qui va potentiellement pourrait durer 2-3 jours parce qu'il y a énormément de données dans un SIP, et du coup on va être en capacité de dire si jamais il y a un souci, je sais pas, d'exploit, donc le MongoDB tombe, donc le serveur MongoDB tombe, et du coup le processus il va se mettre en pause, il va s'arrêter, il va se mettre en pause, plutôt que de dire hop, KO, moi j'arrête, vous me relancez l'opération quand vous êtes prêt parce que moi je peux plus. Et du coup il va s'arrêter, il va se mettre en pause, il va attendre qu'il y ait une opération d'exploitation qui soit effectuée, bien évidemment, et quand il y a l'opération d'exploitation a été faite, que par exemple le service MongoDB a été relancé et est opérationnel de nouveau, et du coup il y aura, pour l'instant c'est manuellement, mais quelqu'un qui pourra relancer le process de l'ingest là où il en était rendu précisément, c'est-à-dire que si il en était rendu à l'étape 6 sur 12, et du coup il va reprendre à l'étape 6, pardon, et pas reprendre de zéro. Donc c'est assez intéressant puisque, comme je vous le disais, il peut y avoir des processus, des audits par exemple, qui peuvent durer énormément longtemps. Oui, PRA, PCA, ça a été pensé pour. J'aurais pu vous en parler, mais j'ai fait le choix de ne pas vous en parler parce que ça reste assez complexe, mais en tout cas, il n'y a pas de backup, hein, tout a été fait en sorte que tout soit sauvegardé sur les offres de stockage pour qu'on soit en capacité de reconstruire le système de lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistré dans les bases de données Mongo et qui est indexé dans Elasticsearch, tout ça c'est aussi enregistré donc dans des fichiers à plat, des fichiers .json par exemple. Du coup c'est aussi enregistré sur les offres de stockage. Ce qui fait que demain, si MongoDB plante complètement et on perd toutes les données, on peut les reconstruire à partir de ce qu'on avait sur les offres de stockage. Voilà. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée de comment ça fonctionne pour ne pas avoir à backuper tout un tas de choses. Donc voilà. Il y a différentes technologies d'offres de stockage qui sont acceptées, ça c'est hyper important. On accepte, enfin Vitam accepte, peut s'interfacer avec du file system, du Swift et surtout depuis très peu, depuis récemment, avec du cloud S3. Donc les implémentations, les API S3. Donc par exemple le CEA avec lequel on a bien travaillé, eux ils avaient des besoins en S3 et c'est grâce à eux que le développement pour avoir l'espèce de driver S3 dans Vitam a été développé, donc ce qui fait que maintenant on est compatible avec des solutions offres de stockage S3. Alors il faut faire attention, avec Vitam on aura une grosse consommation mémoire, que ce soit du CPU et du disque, donc ça c'est inévitable. Ça va demander une grosse infrastructure, je ne vous ai pas mis les ABAC, mais vous les trouverez sur le site du programme. Ça demande beaucoup de VM, beaucoup de CPU, beaucoup de disques, voilà, ça va être une infra assez importante.
Et surtout, ça va être 2 clusters à installer, donc MongoDB et Elasticsearch, ce qui fait qu'il faut quand même certaines connaissances. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir connaissance. Voilà, donc là je vous parlais du REST, donc oui, tout est API REST. Donc là je vous ai montré en rouge sur le petit schéma, donc là c'est plus une archi fonctionnelle. Ce sont les points d'API qui sont dispo depuis l'externe, on va dire, qui sont appelables depuis soit une application tierce, soit une IHM, enfin bon bref, depuis l'extérieur en fait. Donc, on va pouvoir utiliser du REST. Donc, tout est REST, comme je le disais. Les applications métiers et les IHM, elles vont pouvoir interroger Vitam avec ces API. Donc, que ce soit pour de l'entrée, pour faire de la gestion d'archives existantes, de l'accès, de la préservation, de l'administration fonctionnelle ou de l'administration technique. Tout est faisable via des API. Elles sont plus ou moins, enfin, elles sont toutes ouvertes. On va faire un petit topo là-dessus un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, sachez que ce qui est représenté en bleu foncé, bleu plus foncé ici au milieu, c'est le cœur de Vitam. Et il expose des API. Et en gros, les API qui vont être exposées, elles vont juste faire passe-plat ensuite. Elles vont faire des contrôles de surface. Et elles vont faire passe-plat ensuite pour appeler des modules internes qui vont là faire le vrai boulot de traitement d'inversement, de traitement de mise à jour d'archive unit, de mettre à jour le MongoDB, de réindexer la valeur, etc., d'enregistrer sur les offres de stockage, etc. Donc du coup, là, vous voyez que Vitam vient avec des IHM démo et IHM minimalistes. Je ne vais même pas trop en parler, puisque c'est pas fait pour être utilisé en production, c'est juste là, présent pour information. Mais du coup, ce qu'il faudra que vous sachiez, si vous voulez l'intégrer dans votre SI, pour refaire le SAE, il faudra l'interfacer avec les applications tierces, donc les applications versantes, et puis surtout, il faudra prévoir des IHM au besoin pour gérer, justement, faire des petites interfaces de recherche, de recherche, de téléchargement, de versement libre, etc. Voilà, donc ça, tout est REST, toutes les API sont dispo depuis l'externe et permettent de faire tout un tas quasiment toutes les fonctionnalités. Juste un petit focus sur le moteur de traitement qui se retrouve au milieu. Donc, comme je vous le disais, on ne peut pas l'appeler le moteur de traitement depuis l'externe. Hein. Si on a le droit de lui demander de réaliser des opérations, mais ça se passera via les API externes d'entrée ou de préservation, par exemple. Et du coup, le moteur d'exécution, lui, il est composé de deux choses principalement. Il y a l'engine et plein de petits workers. L'engine, en gros, lui, il va gérer, il va préparer, il va faire la distribution, et les workers, ils vont faire le sale boulot. Je résume, mais en gros, c'est ça. L'engine, en plus, il peut fournir éventuellement des informations sur l'avancement d'un workflow. Il va pouvoir assurer, en fait, ce qu'on va appeler le suivi et l'administration d'un workflow. C'est-à-dire que l'engine, il va être en capacité de vous dire, là, ce versement-là, j'en suis à l'étape temps, et elle est en cours. Voilà. Donc il est capable de faire ça, et derrière il va être capable de donner le boulot aux workers. Donc les workers, c'est vraiment eux qui vont, par exemple, je vais prendre un exemple lors du versement, ils vont contrôler que le manifeste.xml il respecte bien la XSD comme c'était prévu. Voilà. Donc ça c'est l'exemple du moteur de traitement, de ce qu'il fait. Les workers, ce qui est intéressant avec eux, c'est que si un jour on a une hausse montée de charge, du coup on peut en rajouter. Ce sont des petits modules qu'on peut dupliquer. L'engine, lui, il n'est pas duplicable parce qu'il faut qu'il soit unique. Il faut c'est le poumon du truc, donc il est obligé d'envoyer aux différents workers. Mais les workers, par contre, ceux qui font le boulot, on peut en augmenter le nombre. Ce qui fait que si jamais on a tout plein d'ingests qui doivent être réalisés à un moment donné, on peut augmenter le nombre de workers. Les workers, du coup, eux, ils exécutent juste des petits bouts de tâches. Voilà, c'est justement ça. Donc on va lui demander de vérifier la XSD, va indexer cette archive unit, va pousser dans les offres de stockage ce binaire, etc. Donc ça, parfois il va faire que passe-plat, mais parfois il va faire d'autres contrôles un petit peu plus spécifiques. Maintenant sur la partie stockage, là c'est la couche logicielle en fait qui va gérer l'interfaçage avec les offres de stockage qui sont présentes, mais de manière externe à Vitam. Vitam n'est pas
va juste appeler en fait les infrastructures, donc les API qui sont mises en place sur les infrastructures de stockage. Vitam va juste appeler ces API-là. Et bah, du coup, le moteur de stockage, lui, il va être en capacité de faire la traduction, donc de discuter en fait avec les API, donc avec les offres de stockage externes. Le moteur de stockage, lui, il permet aussi, c'est de la même manière, de faire des ajouts, des suppressions d'offres de stockage. Donc si demain je veux en ajouter des offres de stockage, une offre de stockage par exemple, je suis en capacité de le faire, c'est de la configuration, je modifie un fichier YAML, je relance le truc, et puis du coup, paf, Vitam il sera en capacité quasiment automatiquement de envoyer et de discuter avec cette nouvelle offre de stockage. C'est assez simple hein, finalement. Mais en gros, voilà, le moteur de stockage, lui, il va juste recevoir les ordres de les différents ordres. Donc ça va être télécharge-moi le fichier qui est présent sur cette offre de stockage. Est-ce que le fichier est bien présent sur cette offre de stockage? Est-ce qu'il reste toujours de la place sur cette offre de stockage? Est-ce que tu peux pousser pousser ce binaire sur ces offres de stockage, etc., etc. Lui, il prend les ordres et après, il transmet les informations et les binaires, si besoin, aux différentes offres de stockage. Donc, c'est juste une espèce de driver, en fait, si on peut dire comme ça. Il va faire la petite traduction. Et puis derrière, il va retourner les messages d'erreur ou les messages de réussite aux différents appelants. Donc, par exemple, le moteur de traitement qui va l'appeler pour pousser des données, etc., etc. Donc, il va recommuniquer ce qu'on lui a demandé de communiquer. Donc, comme je le disais, il est capable de discuter avec du file system, avec du Swift, avec du S3, et depuis peu aussi avec des offres froides. Donc, ce qui fait qu'on est même en capacité d'avoir des offres froides en termes de stockage, donc des bandes magnétiques, quoi. Je crois que c'est le cas pour le Cines qui en avait besoin, qui justement avait besoin de cette fonctionnalité-là, de pouvoir pousser les binaires sur des bandes magnétiques, donc via ces offres froides, ce qu'on appelle offres froides. Donc maintenant, avec les robots et tout, c'est assez intéressant à voir. Mais en tout cas, il est en capacité de discuter avec les API, offres froides entre guillemets. Les griffons. Donc tout à l'heure, je vous parlais justement de pérennisation, préservation des fichiers, des formats de fichiers. Donc justement, pour assurer cette pérennisation, Vitam a intégré un nouveau composant qui s'appelle le griffon. Le griffon, il va permettre pas mal de choses. On va un petit peu le référencer en tant que worker, c'est-à-dire que c'est une sorte de worker qui va exécuter un code spécifique. Sauf que là, on va parler un petit peu plus de plugin. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu externe à la solution Vitam. Ça va être, on va dire une librairie externe incluse dans la solution. Il n'est pas vraiment dans le cœur dans le cœur du code Vitam. Il est un petit peu à l'externe. D'ailleurs, vous verrez sur GitHub, il y a un repository spécifique pour les Vitam Griffins. Et le griffon, il va permettre pas mal de choses. Il va permettre de faire l'analyse des fichiers et des formats, de faire de la réidentification de fichiers et de formats, et surtout de faire de la conversion de fichiers et de formats. Donc là, pour le moment, il n'y a pas énormément d'exemples parce que du coup, on est sur le début de Vitam, donc c'est effectivement les griffons, on en est au balbutiement, mais il y a quelques exemples qui ont été installés et qui fonctionnent à l'heure actuelle dans la solution. Donc on a ImageMagick qui va permettre d'analyser et de générer, surtout d'extraire des données à partir d'une image. On a Jirove qui va valider et analyser des formats. LibreOffice, là, on va vraiment être sur de la conversion de fichiers, donc c'est hyper intéressant. On va convertir des fichiers au format Office en PDF. Donc là, on va permettre de s'assurer que le format, le fichier, il va être lisible dans le temps. Puisque le fichier Office, ça dépend, il faut installer la bonne version, est-ce qu'elle est compatible avec ma version, etc. etc. On ne va pas réinstaller un PC avec la version Office, je ne sais pas moi, 2010. C'est pas possible, on ne va pas réinstaller un PC juste pour ça. Donc ce qui fait qu'on va permettre de convertir ce fichier au format PDF. Donc là, avec le griffon LibreOffice, c'est plutôt intéressant. Et il y a un outil qui est Tesseract qui a été mis en place. Donc c'est un outil OCR qui permet de faire du scan d'images et qui va permettre d'en extraire du texte. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire des métadonnées descriptives, pour le coup. Donc imaginez, on a une photo avec du texte dessus, et on va pouvoir extraire le texte pour l'ajouter de manière automatique dans la description de l'archive unit, justement lié à ce groupe d'objets techniques. Donc c'est plutôt intéressant pour les recherches plus tard. On va pouvoir utiliser ce qu'il y a dans l'image
pour le proposer directement dans les métadonnées qui seront, pour le coup, sur lesquelles on pourra faire des recherches. Voilà, donc les griffons, ce sont des petits plugins qui peuvent être installés. C'est assez simple à installer, il y a juste à respecter une certaine implémentation. Donc voilà, c'est du code Java qu'il faut respecter. Et après, c'est assez facile. Vous pouvez proposer des nouveaux griffons si vous avez envie. Encore une fois, c'est open source, donc si vous avez envie de proposer des choses, faites-le. C'est tout à fait possible. On sera friand de ce genre de contribution. En tout cas, voilà, il y a des fonctionnalités nouvelles, enfin des US qui sont prévues, je crois, pour développer de nouveaux griffons. Voilà, ça c'est pour la partie griffon, donc c'est vraiment les plugins qui peuvent s'ajouter à la solution et qui vont permettre de faire des opérations, par exemple, de préservation. En ce qui concerne le déploiement, donc tout va être fait en termes de déploiement. Donc oui, à l'époque, l'équipe responsable de l'exploitation de CI/CD souhaitait, c'est le groupe, enfin l'administration également, mais ils voulaient que everything is code, donc du coup tout soit du code, ce qui fait que tout se fait via des scripts Ansible, tout est configuré dans des fichiers YAML. On va générer des packages deb ou RPM en termes de code. Donc le code Java va être packagé en deb ou en RPM, ce qui fait que derrière, ça va être sympathique pour déployer de manière assez simple les différents packages. Donc on génère des packages, on configure des fichiers YAML. Donc dans l'environnement Vitam, actuellement en termes de CI/CD, on a la possibilité d'automatiser les déploiements, qui est vraiment très simplifié. Oui, et les montées en version et les opérations d'exploitation sont faites via des scripts Ansible. Ça, c'est important. Quand vous allez avoir des migrations, ce sont des scripts Ansible qui vont vous permettre de faire ça. Tout a été pensé pour que ce soit le plus facile, entre guillemets, possible, et que ce soit le plus automatisable possible. Donc tout se fera via des scripts Ansible. Là, vous avez une petite image en bas d'un petit peu comment est organisé le CI/CD ici, chez Vitam. Donc en gros, on a des repositories Git, donc GitLab, sur lesquels on va récupérer les infos. Le code Java va être récupéré pour le Jenkins va faire tout ce qu'il faut, balancer ça à Sonar et à Checkmarks pour vérifier la qualité du code. Il va balancer ça à Nexus pour générer les jars, etc., etc. Il va enregistrer aussi les packages qui pourront être utilisés par la suite pour le déploiement. Donc il va générer des deb ou des RPM. Ensuite, on a un deuxième slave Jenkins qui est tout à droite, qui lui va se baser sur un repository particulier qui est le deploy. Il va utiliser des packages externes, donc par exemple les COTS, il va les récupérer. Il va récupérer les packages internes, donc les différents modules de Vitam. Il va faire tout un pataquès et derrière, il va envoyer ça, il va déployer sur les environnements de test, en se basant sur tout ça. Voilà, donc c'est assez comme ça de manière très simplifiée. Hein. Effectivement, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, c'est à peu près comment ça fonctionne. Donc, on a des déploiements qui sont automatisés, simples, à la demande, ce qui fait qu'on a même des environnements qui peuvent être redéployés de manière très très facile pour n'importe quel but, donc même pour des tests ou des envies de développement. Donc voilà, en tout cas, tout est bien organisé, tout est bien fait pour que, au niveau de la CI/CD, tout soit le plus simple et le plus sympa possible. Et ça peut effectivement donner des idées pour l'intégration de ce genre de système sur l'infrastructure client propre à soi. Et donc voilà, ça c'était tout pour le déploiement. Maintenant, je vais aller très succinctement et très rapidement sur les API. Donc encore une fois, Vitam c'est un back-end, parce que je vois l'heure, donc du coup je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc Vitam est un back-end qui expose des API, elles sont regroupées en plusieurs catégories, donc on a l'ingest, l'access, les logbooks et functional administration. C'est basé sur un modèle REST vraiment classique, ressources basées sur un autre collection, et on peut avoir des sous-éléments qui peuvent compléter la ressource. Donc là il y a un exemple ici qui est access external /v1/unit/id. Ça veut dire que là, on va aller récupérer dans la collection de units, pour archive unit, une archive unit par son ID, qui est identifié. Voilà, c'est le modèle REST qui a été choisi. Toutes les méthodes sont quasiment utilisables, donc le get, le put, le post, le delete, le head, l'option. Les codes HTTP sont vraiment classiques, donc on a du 200, du 400, du 500, etc., etc.
On a des headers qui sont parfois obligatoires. Donc il y a du XApplication ID qui est nécessaire pour lui donner une espèce de session, parce qu'on est stateless, mais on va pouvoir lui donner une espèce de session qu'on va pouvoir retrouver par la suite. Un tenant ID, parce qu'on est dans un contexte mutualisé, donc il faut lui dire sur quel tenant, donc sur quel contexte on va taper. Donc si j'ai le tenant RH, je vais lui dire je veux que tu réalises cette opération sur le tenant RH, et un autre tenant s'il doit être effectué sur un autre tenant. Des requêtes asynchrones, elles peuvent être exécutées, lancées. Effectivement, on va lancer une opération de versement, on va lancer l'opération, on va donner un ordre d'exécution, et ensuite, en fait, on va faire un pooling pour vérifier est-ce que tu as fini. Donc, Vitam va nous dire non, j'ai pas fini. Et donc, on va continuer jusqu'à ce qu'ils nous disent oui, j'ai fini. Et là, dans ce cas-là, le pooling on va pouvoir l'arrêter et on va pouvoir récupérer les informations de l'opération sur un autre point d'API, mais on va récupérer le détail de l'opération qui a été réalisée. Donc, on va pouvoir récupérer son statut et puis le détail des opérations et puis voir où ça a planté, si ça a planté. Et en termes de sécurité, on va passer par des certificats X509 avec authentification machine-machine. Ouais. Et à chaque certificat X509, on l'associe avec des contextes clients, ce qui va permettre de gérer en fait les accès, les droits applicatifs, de contrôler de manière très précise la sécurité et ce que j'ai le droit de faire de manière applicative sur Vitam. C'est-à-dire que le certificat, il va être enregistré dans une base de données côté Vitam, donc il va être associé à des contextes, ce qui fait que quand une application va m'appeler avec un certificat, Vitam va aller vérifier par rapport à ce certificat ce que ce que l'application a le droit ou non de faire. Donc, par exemple, elle va vérifier, alors, est-ce qu'il a le droit de réaliser ce versement sur ce tenant? Non. Et alors qu'il essaye de le faire, on va lui dire, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà. Donc, du coup, là, il y a vraiment, en termes de sécurité, donc il y a les certificats, bien évidemment, pour assurer ça. Et en plus, il y a la partie accès, droit d'accès, droit applicatif qui est ajouté en parallèle de ces certificats-là. Pour les ingest, donc là, on va spécifiquement sur l'API ingest. Donc, on aura du /ingest external /v1/ tout un tas de choses. On a 4 méthodes principales. Donc, on peut faire 2 posts /ingest. Donc, ça veut dire qu'on peut réaliser 2 ingests. Alors oui, les slides sont en anglais. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas traduites, mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a 2 méthodes de faire pour envoyer un versement à Vitam. La première, c'est d'envoyer le fichier en HTTP, donc via le log-test-stream. Donc on l'attache en fait à la requête. Donc là, ça va pour des fichiers qui sont pas trop gros. Si on veut envoyer des fichiers de, je sais pas, quelques mégas, peut-être quelques gigas éventuellement, mais ça commencerait à piquer déjà. Donc ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est le même ingest, mais avec un JSON dans lequel on va indiquer le path dans lequel trouver le fichier. Donc en fait, on va copier le fichier d'abord sur un disque local qui sera mis à disposition pour Vitam, et Vitam va connaître le path, va aller récupérer le fichier, le copier et puis réaliser le versement classique. Mais là, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est juste lui envoyer le chemin d'accès au fichier et il va récupérer les infos, etc. C'est juste pour ne pas avoir envoyé en fait le fichier, donc le gros fichier, via du HTTP. Deux autres points d'API qui sont des GET. Donc en fait, c'est de pouvoir récupérer ce qu'on appelle un ATR, donc un Archive Transfer Reply. Donc c'est le fichier manifeste de retour de Vitam. Donc quand on fait un versement, il va nous envoyer un fichier XML qui est un ATR, qui va comprendre un statut, OK, KO, et puis surtout s'il y a des erreurs, par exemple, il va nous retourner, voilà, j'ai planté à telle étape parce qu'il y a telle chose qui est incorrecte. Et dans le cas où c'est OK, il va nous retourner une liste d'identifiants techniques qui ont été générés par Vitam pour que l'on puisse les chercher par la suite. Donc ça va permettre, par exemple, dans notre application métier, de faire des mappings entre un identifiant interne à l'application métier avec la correspondance identifiant technique propre à Vitam. Et un autre point d'API qui est le /manifest, ce qui permet de récupérer le manifeste de l'ingest. Donc ça permet de récupérer le manifeste qui avait été positionné dans le SIP. Donc le manifeste qu'on avait généré, on peut le récupérer pour des fins informatives ou pour d'autres besoins. On a les points d'API dispo sur l'access, donc on va être sur du /access external, donc là il y en a beaucoup de points d'accès, de points d'API, pardon.
Donc on va pouvoir faire du get sur la collection unit pour faire des recherches, du get sur du /id, unit/id pour récupérer des détails d'archive unit. La même chose pour des sous-groupes objects, puisque je vous ai dit qu'un groupe d'objets techniques est lié à un seul et même archive unit. Donc du coup là, on va pouvoir récupérer les informations du groupe d'objets techniques liés à cet archive unit. Donc pareil, on pourra récupérer à la fois les métadonnées, donc là avec du JSON, et autrement on pourra récupérer le binaire en tant que tel en utilisant le octestream. On va pouvoir générer des DIP, donc c'est Dissemination Package, Information Package, c'est comme des SIP mais en mode export en fait. Donc on va pouvoir générer ce genre de choses. On va générer des transferts, donc là ça va générer de nouveau un SIP, ce qui fait que c'est dans le cas où j'ai envie de changer de SAE, je ne veux plus utiliser Vitam, je veux utiliser autre chose, et ben je vais générer un gros SIP avec toutes mes archives unit, tous mes groupes d'objets techniques, et je vais générer ce SIP là, qui pourra directement être intégré dans le nouveau SAE qui a été choisi. Et après, il y a tout plein d'opérations d'élimination, de préservation qui pourront être lancées aussi sur la patte Access External. Sur les logbooks, là c'est la même chose, on pourra récupérer des informations, faire des recherches sur les opérations, donc logbook opérations, sur les lifecycles, on pourra récupérer les détails d'un lifecycle en particulier, donc avec l'ID de l'archive unit ou l'ID du groupe d'objets techniques. Et functional administration, donc là on va gérer tout ce qui est référentiel, donc là on va plutôt taper sur admin external. On va pouvoir faire du CRUD en règle générale sur les différents référentiels, donc là on a les access contracts, on va avoir les rules, on va avoir des ingest contracts, enfin, voilà, on va pouvoir mettre à jour tout plein de référentiels, et aussi on va pouvoir exécuter des opérations d'audit, et c'est là où on va pouvoir aussi également regarder les statuts des workflows en cours, et pouvoir jouer avec j'ai un workflow qui a été mis en pause, et ben je veux que tu le redémarres là où il en est arrivé. Je vais pouvoir exécuter ce genre de choses avec ce point d'API là, ce pan d'API là. Alors le DSL, donc je vous disais, Vitam utilise un DSL qui permet d'interroger la base de données et le moteur d'indexation. Donc ça va juste offrir un niveau d'abstraction, c'est pour ne pas avoir à être dépendant des requêtes élastiques ou des requêtes MongoDB. Donc il y a une abstraction qui a été faite, ça ressemble très fortement à des recherches Elasticsearch, voire même à des recherches Mongo aussi si on veut, c'est un mélange des deux. Donc en gros on va pouvoir utiliser une request dans laquelle on va indiquer justement la requête que l'on souhaite exécuter, et en retour on aura une réponse qui contiendra justement les résultats avec d'autres informations de contexte. Donc dans la request, on va pouvoir y intégrer un query, donc là c'est vraiment la requête sur laquelle on va pouvoir jouer avec les critères de sélection. On va pouvoir jouer sur un $root, qui est la racine à partir de laquelle on va vouloir lancer la recherche. Donc on va pouvoir dire, je veux que tu recherches à partir du sous-dossier Toto, donc en utilisant un identifiant technique. Le $filter va permettre de faire du tri et puis de la pagination, en gros, hein, du offset limit, donc on va pouvoir faire de page en page. Projection, ça va être utilisé pour pouvoir déterminer la liste des champs que l'on veut retourner. Et les facettes, ça va être plutôt intéressant, ça va nous permettre de générer des requêtes d'agrégation. Donc en gros, c'est pour préparer des filtres, comme vous pouvez voir par exemple sur Amazon, donc c'est le filtre sur la gauche là. Là, on pourra déterminer des pré-filtres sur lesquels les gens pourront cliquer juste pour un petit peu préciser la recherche qu'ils voudraient effectuer. Je vous ai mis ici des exemples de DSL, donc à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, on a un $match de titres. Donc là, on va vouloir rechercher des archive units, donc des titres. Le titre doit contenir, mon titre. Voilà. Et je veux une projection, donc je veux que les champs qui me soient retournés, ce soit titre et description. Donc là, on va rechercher sur la collection archive units. On va passer par Elasticsearch. On va lui demander de nous trouver tous les archive units dont le titre match avec mon titre. Et je veux qu'il me retourne uniquement le titre et la description. Voilà. Le deuxième exemple, c'est pour montrer un petit peu ce que l'on peut réaliser avec les agrégations, les facettes. Donc là, on va lui demander pareil, c'est soit je veux un titre, mon titre, ou mon autre titre sur des archive units, et je veux que tu me crées un pré-filtre sur le champ description level,
et je veux 5 résultats. Et en gros, il va prendre par ordre ascendant, donc ça veut dire du plus nombre, enfin celui qui aura le plus grand nombre de résultats jusqu'au dernier. Et en gros, il va nous créer un préfiltre sur les champs description level qui sont des champs statiques, on va dire, entre guillemets. Donc là, il y a un exemple d'utilisation avec curl. Donc là, voilà, c'est exactement ce que j'ai effectué. Donc je fais un curl sur le point d'API unit. Donc je vais faire une recherche avec le get en indiquant un body, donc le JSON ici, là. Et le body, dans le body, je dis quoi? Je dis, donne-moi tous les archives unit dont le titre contiennent mon titre et je veux juste les projections. Donc c'est la première requête que j'ai effectuée ici. Donc ce curl-là va me permettre d'avoir en retour, en fait, si je l'exécute là tel quel, je vais avoir en retour soit des résultats, soit pas de résultats, en fonction de ce qu'il y aura d'intégré dans l'environnement Vitam. Donc là, c'est en environnement Vitam, là, ici, comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'aurai une réponse de Vitam, en tout cas, donc une 200, une 401, si j'ai pas le droit, enfin voilà. Donc en tout cas, j'aurai un retour de la part de Vitam. Mais aussi, ne pas oublier qu'il y a un client Java qui a été développé, qui nous permet de ne pas avoir à appeler directement l'API REST, et du coup d'utiliser du code Java plutôt que de devoir créer sa requête HTTP qui va bien, entre guillemets à la main, quoi. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de comment on peut réaliser ce genre de choses. Et donc il y a même des helpers qui ont été créés côté client externe. Donc il y a juste à intégrer la librairie client externe de Vitam, intégrée dans son code. Et puis là, ça nous permet d'exécuter, de créer une query qui va être de chercher tous les archives unit qui ont pour titre mon titre, et puis de l'exécuter justement sur une recherche au niveau en passant par le client, qui a été développé par Vitam. Et là, ça va interroger Vitam via une API, via l'API REST, mais du coup tout ça est caché par justement le client Java qui a été développel par les équipes de développement. Voilà, ça permet un petit peu de ne pas avoir à créer son modèle d'appel HTTP. Voilà, alors je vais en finir ma présentation sur l'interfaçage avec le système d'information, puisque ça va être des opérations que vous devrez réaliser si vous avez envie d'intégrer Vitam avec des applications métiers ou avec d'autres choses. Donc pour interfacer, il va falloir faire plusieurs choses. Ce qui sont identifiés ici, ce sont que des exemples, bien évidemment, mais une des premières, ce sera de faire l'extraction des données qui sont existantes, puisque il va falloir déterminer ce que vous voulez envoyer vers Vitam. Il va falloir réaliser un connecteur interapplicatif. Donc je vous ai donné un exemple ici, c'est par exemple une GED, du coup de faire la tambouille interne qui va permettre d'envoyer les informations, de générer un package et d'envoyer les informations à Vitam. Par exemple, dans la GED, on va pouvoir générer les documents, les mettre à jour quotidiennement. Et une fois, par exemple, c'est sur un projet informatique, une fois que le projet informatique est finalisé et que il est fini, du coup, on va souhaiter l'envoyer vers l'archivage. Donc, du coup, peut-être prévoir un petit bouton qui va envoyer, qui va générer un package, envoyer les versions finales de tous les binaires vers la solution d'archivage, donc vers Vitam. Donc voilà, c'est le genre de connecteur qu'on pourrait être amené à réaliser. Donc là, j'ai parlé d'ETL, donc pour extract, transform, load, bien évidemment. Donc ce serait la possibilité d'avoir des formats pivots, entre guillemets, qui permettent de générer, d'avoir un espèce de goulot qui nous permettrait d'envoyer des informations avec des typologies différentes, d'avoir un endroit où on va récupérer toutes ces informations-là, de le transformer en un format pivot qui s'approche par exemple du CEDA 2.1, et puis derrière de générer du CEDA 2.1, possiblement une autre application, et là, elle pourra l'envoyer vers Vitam. Donc voilà, c'est un ETL qui pourrait être généré, créé à ce niveau-là. Bien sûr, il faudra prévoir les appels vers les API de Vitam, donc en utilisant les clients Java ou autres, si par exemple on n'utilise pas de Java ou si on a envie de vraiment appeler les API en direct. On pourra aussi, donc Vitam offre la possibilité, donc pas pour tout, là je vais insister sur ça, quand on va installer un Vitam, il vient avec tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas choisir ouais, mais moi, je vais installer Postgre à la place de Mongo. Non, ça, c'est pas possible. Vitam vient avec tout ce que je vous ai montré. Le seul truc sur lequel on pourrait s'adapter, c'est que Vitam offre la possibilité de s'intégrer avec d'autres composants. C'est-à-dire que, par exemple, l'antivirus par défaut, c'est ClamAV, qui est installé quand on installe par défaut. Mais si, par exemple, vous êtes une grosse société et vous avez un antivirus, je ne sais pas lequel,
n'importe lequel, et Vitam offre la possibilité de vous intégrer avec cet antivirus. Donc il y aura un petit peu de développement à faire, hein, bien évidemment, mais ça sera toujours possible. Pareil pour des outils de monitoring. Si vous avez des Grafana, Prometheus, tout ce genre de trucs, ou même d'autres solutions de monitoring. Donc dernièrement, justement, ils sont allés, en termes de Vitam, au niveau du code, ils sont allés jusqu'à des plugins Grafana, si je ne dis pas de bêtises, ou Prometheus, ce qui permet justement d'utiliser tous ces outils de monitoring pour les intégrer avec la solution qu'on aura en interne. Donc il y a des API, par exemple, qui pourraient être appelées, qui pourraient être utilisées, etc., etc. Voilà. En tout cas, il y a possibilité de s'intégrer avec les composants propres à l'environnement informatique de l'entreprise. Et bien évidemment, mais pas des moindres, les IHM pour faire l'administration du système, pour faire des versements libres, par exemple, et puis surtout pour prévoir de l'accès, de la recherche, du téléchargement, etc., etc. Puisque Vitam ne vient pas avec des IHM, mais uniquement des IHM à but de démonstration. Donc il n'y a pas d'IHM à proprement parler dans la solution quand on l'installe. Voilà, et là je vous ai donné quelques exemples de ce qui a été réalisé en termes d'interfaçage avec d'autres applications. Donc là, c'est un exemple, là je parle de Smile en tant que tel. On a réalisé un connecteur qui va récupérer des infos de Alfresco, de Nuxeo, avec un petit bouton comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Quand les archives elles sont prêtes, paf, on va cliquer sur le bouton, ça va générer le package qui va bien et ça va aller pousser les informations vers Vitam. Et du coup, on va récupérer les informations qui nous sont retournées par Vitam pour ajouter des informations dans Alfresco, dans Nuxeo, pour savoir que les binaires ont bien été poussés dans la solution, ont bien été sauvegardés dans la solution d'archivage. Une autre chose, Vitam UI, qui a été une contribution de la société Xeliance et qui va permettre justement pour le Vitam accessible en service de partir sur de bonnes bases pour avoir des écrans plutôt intéressants, plutôt pas mal, qui vont permettre justement d'avoir ces écrans permettant la mise à jour des référentiels, du versement peut-être éventuellement, enfin tout un tas de choses. Et le dernier petit point en bas, là, c'est justement ce dont je vous parlais sur le format pivot. Ça, c'est des choses qui peuvent être réalisées, sur lesquelles on a déjà réfléchi. C'est justement d'essayer de proposer, réfléchir pas en termes de Vitam actuellement, mais de manière générale, de réfléchir à ce genre de choses où on pourrait avoir une agrégation, un format pivot qui pourrait être imposé pour que différentes applications diverses puissent envoyer leurs infos, que derrière on puisse générer un format qui ressemble presque au CEDA 2.1 pour que derrière on le transforme en CEDA 2.1 et puis qu'il soit envoyé à Vitam. Donc de réfléchir à une espèce d'ETL finalement qui pourrait être mis en place et développé de manière justement à s'interfacer avec les différentes applications. Donc ça, ce sont un petit peu les possibilités qui sont offertes et qui sont en tout cas réalisables. J'ai indiqué des petits liens ici pour avoir plus d'informations. Personnellement, je n'ai jamais vu un projet aussi bien documenté. Donc j'envoie des fleurs là à Vitam, mais bon, c'est vrai que j'ai participé aussi, donc je m'envoie des fleurs par la même occasion. Mais c'est vrai que c'est très rare d'avoir autant de documentation sur un projet. Donc profitez-en, il y en a énormément. Donc allez lire, allez vous documenter là-dessus. Elle est régulièrement mise à jour, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a le code source qui est dispo, donc tout est accessible, il n'y a pas de secret, vous pouvez voir tout ce qui est fait, vous pouvez voir tous les trucs un peu cracra si vous avez envie. Il n'y en a pas, évidemment, bien évidemment, mais en tout cas, vous pouvez aller voir le code. Et je vous ai indiqué aussi, en ce qui concerne les documentations des API, parce que ça c'est le plus important, comment vous allez pouvoir vous interfacer avec les API. Donc je vous ai indiqué un lien direct avec à chaque fois par point les explications du comment je fais telle chose, et puis surtout des détails beaucoup plus précis sur comment manipuler le DSL, parce que c'est vrai que c'est assez important, notamment pour faire des recherches. Donc du coup, je vous ai indiqué tout ça, et tout est présent ici. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je pense que j'ai un peu dépassé, malheureusement. Merci Germain, je pense que c'était très complet, justement. Voilà. Ok, super. Tu pourras m'envoyer ton support dernière version, que je le mette en ligne, parce que j'ai eu une question. Je t'enverrai le PDF et puis tu pourras le communiquer après.
sans Ouais, problème. je veux juste apporter une précision sur Vitamui. Oui, c'est lié à une énorme contribution de Xeliance qui a participé, joué le jeu en libérant son code, en gros, enfin, en nous fournissant son code et en acceptant de le mettre dans les conditions de Vitam en libre et tout ça. Mais maintenant, Vitamui va être aussi alimenté par les contributions du CEA, du CINES et de Vitam accessible en service en tant que tel. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis bien sûr, du temps pour les questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Je sais qu'on a eu un sujet norme, mais qui était un petit peu annexe à ce que tu as pu présenter sur le Framapad. J'ai pas spécialement d'autres questions. Donc n'hésitez pas à main levée ou ouvrir vos micros et à profiter, de l'expertise de Germain pour poser vos questions par rapport à ce qu'il a pu indiquer. Il n'y a pas de questions parmi les participants. Alors, je vois sur Framapad qu'il y a une question, mais je pensais que Germain y avait répondu sur la fin, sur les projets de connecteurs. Smile, y a-t-il d'autres types de projets comme Alfresco? Alors, du coup, on a fait, en tout cas, oui, chez Smile, on a bien étudié la partie Alfresco, la partie Nuxeo, puisque nous, on travaille pas mal avec ces deux solutions. On a réfléchi aussi sur une partie SharePoint, mais on en était juste à l'étude, à la phase d'étude. Mais on n'est pas allé plus loin au niveau développement. On y a réfléchi, ça c'est certain. Mais en tout cas, ouais, on s'est arrêté là sur les parties GED, en tout cas sur celles qu'on connaissait le mieux, hein, Alfresco et Nuxeo. Nous, on sait aussi que par les utilisateurs, certains ont des projets, mais parfois très spécialisés, comme par exemple pour un centre hospitalier, un connecteur qui va faire un effet entonnoir avec différentes applications liées au monde hospitalier. Donc, c'est assez particulier et qui est en train d'être créé. Il ne sera pas réutilisable sans doute sur de multiples contextes. Mais voilà, on essaye de voir ça. Après, on sait aussi que plus il y aura de demandes, je dirais, plus il y aura de solutions qu'on essaiera de trouver. Donc, les développements et les propositions dépendront aussi des demandes. Enfin, vraiment, là, je pense que ça va arriver au fur et à mesure selon les demandes qu'on va recevoir sur ces sujets-là. On en a bien conscience au sein de Vitam, en interne, je dirais. On ne l'a pas du tout pour l'instant dans le périmètre, puisque les 3 ministères porteurs qui financent le projet Vitam ont eux-mêmes implémenté et investi donc beaucoup sur leurs solutions, avec parfois des solutions propres à eux pour les flux et des choses comme ça. Donc, on n'est pas directement sur notre périmètre, même si on en a bien conscience que ça va être un besoin auquel, dans l'idéal, on répondra nous au mieux, et puis avec les autres et les partenaires et les contributeurs, si possible. Oui, alors pourquoi on n'est pas allé plus loin? Manque de demande tout simplement, puisque c'est vrai que nous on n'a pas de clients SharePoint, donc du coup forcément on n'a pas Voilà, vu, l'intérêt, évidemment. pourquoi on n'est pas allé plus loin quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur ce que Germain vous a présenté? Je pense que pour ceux qui ont suivi ce matin, ça va être, j'espère, très complémentaire. Alors, Monsieur Naon, vous aviez, allez-y, levez la main. J'ai une question sur la journalisation. Vous avez précisé qu'elle était obligatoire en raison de la norme. Et je sais que le poids généré par la journalisation peut être considérable. Est-ce qu'il y aurait à un moment ou à un autre des moyens techniques pour réduire ça et peut-être pour alléger la journalisation, sachant que la norme est très contraignante là-dessus et très honnêtement, moi, je n'en vois pas toujours bien l'utilité, en tous les cas pour l'archivage définitif. Je conçois que c'est très utile pour l'archivage courant et intermédiaire. Je pense que c'est parfois un peu superflu pour l'archivage définitif. Et est-ce qu'il y a des moyens d'en sortir, d'alléger ça pour, pour fluidifier un peu les choses? Voilà. Je sais pas, Germain, si tu as des éléments technologiques là-dessus, techniques Alors ça a été l'objet de beaucoup pas de guerre, hein, je vais pas aller jusque là, mais on s'est beaucoup arraché les cheveux justement avec Emmanuel Laborde sur cette partie journalisation, puisque c'est vrai que il fallait en tout cas, et il faut enregistrer tout un tas d'informations qui sont nécessaires pour justement tracer tout au mieux possible.
Je sais qu'en l'état, là, on est arrivé à un consensus où on a tout et on a, on va dire, le minimum syndical, j'ai envie de dire. Enfin, on a toutes les infos. En tout cas, moi, je pense pas qu'il y ait d'évolution en ce sens pour diminuer le poids, parce que c'est vrai que ça représente un certain poids, ça, je suis d'accord avec vous. Là, pour l'instant, de manière technique, je vois pas d'amélioration dans le futur là. Et après, en termes d'évolution, je sais pas s'il y a des choses qui sont prévues. Là, j'en ai aucune idée. Je suis pas certain en tout cas. Je crois pas, surtout que la norme, la 42013 réévaluée, donc sur le Framapad, on a eu un échange là-dessus, indique bien qu'il faut garder des journaux. Après, c'est la forme, est-ce qu'il en faut un ou deux qui est laissé libre? En effet, je suis pas sûre que, enfin, peut-être que pour l'archivage définitif, ça aurait pu se discuter, sauf que comme il a été conçu, le back-office, pour répondre aux besoins de 3 ministères dans 3 contextes différents, je pense qu'on a fait qui peut le plus, peut le moins. Et que surtout, ce qui est à noter, c'est que dans le contexte de l'archivage électronique, comme tout paraît possible, on se borde partout, de tous les côtés, tous les bords, avec parfois en effet un résultat d'alourdissement sans aucun doute de ce qu'on peut faire. Si on compare au papier, on ne devait peut-être pas demander la même chose. Mais ce qui fait que là, pour l'instant, on n'a pas. Je suis pas sûre même qu'il y ait eu un sujet. Enfin, on a réfléchi nous à la roadmap Vitam à 3 ans. J'ai pas l'impression que ça a été un sujet qui soit ressorti des besoins des utilisateurs actuels. Mais on pourra en rediscuter. Enfin, ça mérite en effet sans doute d'être posé à un moment ou à un autre ce sujet-là et évalué et réinterrogé. Ouais. Et j'avais une autre question sur les migrations, enfin les conversions. Donc, vous nous avez bien expliqué qu'on conservait la version initiale et qu'on conservait également les versions intermédiaires. Est-ce qu'il y a un enjeu, est-ce que la conservation des versions intermédiaires est absolument indispensable? Puisque c'est pas des originaux, c'est pas des originaux, c'est des versions qui seront. Autant je conçois que l'original soit indispensable, je comprends moins l'intérêt de conserver des duplications intermédiaires qui, à un moment ou à un autre, seront plus lisibles, de même que l'original n'est plus lisible. Pour la pérennisation, là, c'est sur les histoires de pillage pérennisation. Ouais. Alors, je poserai la question. Enfin, je sais pas, Germain, est-ce que tu as des éléments de réponse? Sinon, j'avais quelques pistes, mais. Bah, il me semble qu'après, normalement, on peut mener les opérations d'archivage classiques et donc du coup, on peut procéder à de l'élimination, j'imagine. Bah, encore une fois, ouais, je pense qu'il faut juste, faut juste le process qui va bien, quoi. C'est au choix de chacun de mener après une campagne d'élimination sur ce qui a été transformé en gardant. De toute façon, il y aura la trace dans les journaux de ce qui a été transformé et éliminé ou gardé. Donc, là, pour le coup, le journal est vraiment utile, oui. Ok. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois des micros réactivés, donc peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions. Non, pas d'autres sujets, questions, commentaires? Bon. Ben, si c'est ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Grand merci, Germain. Mais je vous en prie, merci de votre écoute à tous. Et puis, eh bien, à tous, bonne fin de journée et à très bientôt, peut-être demain pour le dernier atelier avec certains. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin d'après-midi, au revoir.